Bien, bon, rebonjour à tous, ou bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors, on va commencer tout de suite. Martine, tu as quelque chose à nous annoncer. Vous savez qu'il y a un village d'innovation. Il y avait une vingtaine de startups toute la journée qu'on a sélectionnées en France, qui sont des startups de moins de 3 ans, à qui on donne une chance de montrer ce qu'ils font pour soit changer quelque chose au niveau social, environnemental et sociétal. Il y a eu un vote des internautes et de je ne sais pas qui. C'est Martine qui a organisé ça. Donc, on en est où, Martine ? C'est pas des internautes. Non, pas du tout. Le village, cette année, ça avait pour titre Dream, parce qu'on voulait vous proposer des startups qui avaient une vision réjouissante pour demain et qui proposaient des choses qui allaient stimuler un peu les équipes. Le lauréat de ce village d'innovation cette année, les votes ont été opérés par les anciens lauréats des trophées de la RSE et les grands acteurs de la RSE qui sont nos partenaires sur ce forum depuis plusieurs années. Donc une centaine de personnes ont été exposées au vote. Le gagnant de ce village, qui a le grand prix du village d'innovation, c'est la société CleanUp, qui est propulsée par Circulaire, qui nous a présenté sa candidature. C'est une société, je ne sais pas s'ils sont là. Voilà. Donc voilà, c'est une jeune femme qui est créatrice, on la remercie. Elle a pitché tout à l'heure. On la reverra en octobre, puisque au moment des rendez-vous de la RSE, des trophées de la RSE, lui sera remis son prix. Mais je vous invite à la rencontrer et à parler de cette solution, qui est une solution qui permet de réutiliser des verres. Vous avez vu une machine sur les villages d'innovation, de les nettoyer, de ne pas créer de déchets, de ne pas jeter de gobelets et d'installer cet équipement dans toutes les collectivités, campus et structures quelconques. Donc c'est une très belle solution. Je crois que c'est une première mondiale en plus, votre proposition. Voilà, on la félicite. Merci Martine. Bon, ce matin, je disais que quand il y a l'orage, il faut savoir danser sous la pluie, qu'il y en avait qui avaient réussi à passer à travers les griefs de la grève. Et bien là, il y a encore une personne qui est restée coincée, qui est encore une femme. Donc nous devions avoir 2 femmes sur cette plénière. C'est Régine Weimar, directrice générale de Home, qui est restée bloquée en Allemagne. Voilà, donc elle ne sera pas avec nous. Mais c'est pas grave, nous avons une femme de choix, Catherine Chabot. Catherine Chabot qui est navigatrice. Alors Catherine Chabot, elle nous vient de Bretagne, directement. Elle aussi... Oui, et danger un peu. Danger, sans danger. Donc Catherine Chabot, première femme à avoir accompli un tour du monde en solitaire, sans escale et en course. Vous êtes l'ex-déléguée à la mer et au littoral, fondatrice de l'association Reporter Bleu, puis de l'association Innovation Bleue pour un développement durable des activités maritimes. Vous avez fait un tour de France des solutions pour le climat, et que toutes ces solutions que vous avez trouvées pour le climat sont des solutions qui sont pas que pour la mer, mais qui permettent justement de l'industrie. Et on verra justement quelles sont ces solutions et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de celles-ci. Vous êtes aussi membre fondateur de la plateforme Océan et Climat, membre fondateur de la Fondation de la mer, de la Réserve citoyenne, de la Marine nationale, du laboratoire de Blue Society et du cluster maritime français. Voilà. C'est bon ? Je ne suis pas membre, c'est pas grave. C'est voilà. Vous n'êtes pas totalement membre, mais membre. Bon, voilà, Oui, bref. mais D'accord. bon, Vous êtes membre de plein de choses qui concernent la mer. Voilà. Très bien. Non, pas la Marine nationale. Non, ça, je crois pas. Ça, on le savait. Ça, je pense qu'on le savait. Bienvenue et merci d'être là. Je rappelle que cette plénière est en streaming. Donc, on est suivi à peu près par 800-900 personnes aussi en direct. Donc, on salue les internautes qui nous regardent, qui n'ont pas pu venir. Là, c'est des vrais internautes. Nous avons le plaisir d'avoir Olivier Crouzet. Olivier Crouzet, qui est directeur pédagogique de l'école 42, présidée par Xavier Niel. C'est une école qui est créée en 2013, qui rassemble 2700 étudiants en France, 10 000 aux États-Unis. Une école sans prof, sans notes, sans cours. Donc, vous allez nous expliquer ça. Voilà. Il y a des notes. Il y a des notes. Ah, d'accord. On s'est un peu emballé. C'est notre côté marseillais qui avons même cru qu'il n'y avait pas de notes. Voilà. Donc vous allez nous expliquer justement ça. Comment marche cette école ? Quel est son état d'esprit ? Qu'est-ce qu'elle met en place ? Est-ce que le modèle est applicable dans d'autres écoles en France ? Ou c'est vraiment quelque chose de très particulier pour des gens qui travaillent dans l'informatique ? Voilà. On verra tout ça avec vous. Merci d'être avec nous. Alain Matési, vous êtes président fondateur de Collectif Environnement et à l'initiative en France continentale de la suppression des sacs plastiques de caisse. Vous êtes une association de 750 adhérents qui œuvre dans le domaine de la protection de l'environnement et accompagnement RSE. Vous avez mené de nombreuses actions au niveau national qui ont permis d'apporter un nouveau regard, des changements de comportement. Vous avez participé aux membres du Grenelle de l'environnement et de la mer.
Vous êtes prescripteur de la création du Parc national des Calanques dans la loi Grenelle 1. Et vous êtes aussi consultant en stratégie commerciale et en méthode opérationnelle sur le terrain des enjeux de marché et du développement durable. Et vous nous avez rappelé hier que vous n'étiez pas rentré dans le Parc des Calanques exprès pour garder votre liberté d'action. Voilà. Alain Maldener, bienvenue aussi. Alors, vous êtes le co-créateur en 99 d'AutoEscape, leader de la location automobile sur Internet. Après, vous avez revendu votre société et vous êtes parti dans des projets d'envergure à caractère citoyen. Votre credo, œuvrer pour réintroduire l'humain dans l'économie. Donc, on va voir qu'est-ce que vous faites pour réintégrer l'humain dans l'économie. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Donc, vous avez créé une fondation essentielle que vous animez avec Isabelle Duval. Vous avez aussi un projet qui s'appelle HappyVox, un autre projet qui s'appelle turnfair.com. Bref, on ne comprend rien, mais on va tout comprendre. Vous allez tout nous expliquer et on va tout savoir. Enfin, Édouard Debreuil, vous êtes créateur et entrepreneur, on dit quoi, du restaurant dans le noir ou dans le noir? Parce que j'ai dans le noir. On ne dit pas le restaurant. Non, parce qu'on n'a pas que des restaurants. Vous n'avez pas que des restaurants. Bon, ben voilà, donc on va découvrir alors justement. Voilà, donc vous avez créé plusieurs restaurants dans le noir, dont vous allez nous expliquer le concept. Et en même temps, eh bien, l'argent que vous avez aussi récupéré de ce que vous avez créé vous permettait d'électrifier des écoles en Afrique subsaharienne. Et aujourd'hui, 6 000 enfants ont été équipés, 20 écoles en 3 ans. Voilà. Et vous avez une superbe phrase que j'adore, ce sont vos non-voyants qui donnent de la lumière aux voyants en Afrique. Voilà. Et vous pouvez applaudir, allez-y. Et Edmund Platt, vous l'avez vu avec moi en plénière 1, vous l'avez entendu, vous ne pouvez pas le louper, ni par sa grandeur, ni par son accent. C'est l'anglais qui voulait nettoyer Marseille, c'est 1 déchet par jour, one piece of rubbish. Voilà, donc tout à l'heure il intervenait avec moi en plénière pour apporter son regard. Là, il est notre invité, il nous expliquera un peu son parcours, puisque lui, il est parti de Leeds pour venir à Marseille. Il devait aller à Naples, travailler à Naples. Il n'est jamais parti à Naples, il n'a jamais travaillé à Naples une fois qu'il s'est arrêté à Marseille. Voilà, et il a décidé de rester avec nous pour notre plus grand plaisir. C'était difficile d'appeler Naples pour dire que je ne venais pas, quoi. Ouais. J'avais un problème, j'ai rencontré Marseille. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est exactement ce que je viens de dire, je crois. Mais c'est pas grave. Allez, voilà. Alors, voilà, on a la chance d'avoir une. Non, c'est vrai. Édouard Debreuil, vous partez. Vous allez. Grâce à Monsieur Martinez, je vais être obligé de vous quitter. Voilà, c'est ça. Alors, parlez-nous vite de votre expérience, puisque vous, malheureusement, vous avez un train à cause de toutes ces grèves. J'ai pas le choix. Ouais. Voilà, qui vous donne pas le choix. Alors, expliquez-nous un petit peu. Ouais, j'espère avoir un train en tout cas. Donc dans le Noir est un groupe, c'est vrai, un petit peu particulier, qui est né il y a une quinzaine d'années. C'est un groupe qui fait 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui regroupe une centaine de collaborateurs dans 6 pays. On est né donc à Paris en 2003-2004, où on a créé effectivement le premier restaurant où on mange dans l'obscurité absolue, guidé et servi par des non-voyants. Donc c'est un concept qui a connu un succès assez fulgurant au départ et qui a su se maintenir essentiellement par le bouche à oreille. Donc on est présent aujourd'hui en France, en Angleterre, en Espagne, en Russie, en Australie, en Nouvelle-Zélande, voilà, et on a monté des événements et des restaurants temporaires dans une douzaine de pays. À côté de ça, on a une chaîne, on a des spas aussi où donc vous vous faites masser par des non-voyants dans le noir ou dans la lumière comme vous voulez, qui est voilà, une activité qui est assez courante en Asie mais assez peu en Europe. Et puis on a des espaces sensoriels aussi où on essaye de promouvoir des producteurs de qualité à travers des boutiques en fait. On vous fait tester dans le noir des produits pour que s'attacher plus à leur goût et à leur qualité organoleptique qu'à la boîte qui les entoure. Et donc ça nous fait réfléchir un peu à nos modes de consommation. Voilà, donc ça c'est notre activité. Donc effectivement 50% de notre personnel est en situation de handicap lourd. Nonobstant, on est une entreprise du milieu ordinaire, c'est-à-dire qu'on n'a aucune aide, aucune subvention. L'objectif de cette entreprise, c'était justement de montrer qu'avec 50% de personnes en situation de handicap lourd, on pouvait très bien être performant, rentable, se développer à l'international et que donc il n'y avait pas de corrélation entre handicap et sous-performance, qui est parfois quelque chose qu'on rencontre de façon insidieuse dans beaucoup d'entreprises. Donc l'idée, c'était de montrer à toutes ces entreprises qui ont du mal à atteindre le quota de 6%, qui, vous savez, est imposé par la loi, normalement au-dessus de 20 salariés, de leur montrer qu'avec 50, finalement, on pouvait être souvent plus rentable qu'eux. Donc voilà. Donc je pense que la mission est assez réussie puisque ça fait maintenant 15 ans qu'on opère. On a fait passer plus d'1,5 million de personnes dans nos expériences. Alors tout ça, ça nous a donné une culture en fait, ce que j'appelle une culture de l'inclusion, c'est-à-dire que
on apprend dans les écoles de commerce que la valeur se crée par la pertinence et la différence, puis une fois qu'on arrive dans les entreprises, on l'oublie. Nous, les personnes qui travaillent chez nous, qui soient aveugles ou des personnes sourdes, sont des gens effectivement qui ont une vision un peu différente des choses et qui finalement nous donnent plein d'idées pour innover, pour agir, etc. Et ils sont un peu à la base de notre réussite. D'ailleurs, j'interviens souvent dans les écoles de commerce et je dis que j'ai souvent beaucoup moins de problèmes avec cette partie-là de mon personnel qu'avec l'autre. J'ai des gens avec très peu de turnover, donc pas besoin de les reformer. J'ai des gens très impliqués, etc. Donc c'est vraiment je sais pas, on me fait des grands signes. Je vois rien du tout. Ah d'accord, ok. Très bien. Tu peux traduire? Non, il faut pas que je tienne le micro en bas. Ah bon, voilà, c'est tout. Mais comme je vois rien, quelqu'un qui bouge, il fait des grands signes. Voilà. Donc j'en étais où? Oui, donc la culture inclusive. Voilà, on était dans la culture inclusive et que cette culture inclusive, en fait, nous a amené à d'autres logiques. Par exemple, l'entreprise a été créée par des hommes, par 3 hommes en l'occurrence, et donc on avait un codir, c'est vrai, très masculin. Et on s'est vite rendu compte que cette diversité-là nous manquait. Donc on a mis en place chez nous un programme d'entrepreneuriat au féminin, en fait, et on a poussé certains de nos cadres femmes à devenir entrepreneuses, associées, et de créer des filiales ou de carrément monter leur propre boîte avec nous ou sans nous. Et en fait, en 7 ou 8 ans, on a créé pas mal de belles histoires, avec une jeune femme notamment qui a 28 ans et qui, après avoir été directrice commerciale chez nous à 24 ans, est devenue la patronne de notre filiale internationale. On a une autre jeune femme qui voulait retourner à Nantes et qui a créé notre filiale sur le Grand Ouest. Enfin voilà. Donc on a cette culture. Attendez, on respire 2 secondes. En gros, pour résumer, qu'on comprenne bien. Le fait d'avoir travaillé de travailler avec des travailleurs handicapés, vous êtes rentré dans ce qu'on appelle l'inclusion, la culture de l'inclusion, qui vous a fait réfléchir aussi sur tout ce qui était inclusif, donc sur toutes les populations qu'on n'intégrait peut-être pas trop dans les entreprises, surtout, comme les femmes. Ça permet de résoudre des problèmes, c'est-à-dire qu'on dit souvent il y a un problème dans le management féminin, sur les niveaux de salaire, les responsabilités, etc. C'est normal que les entreprises soient dirigées par les gens qui les créent. Donc pour nous, promouvoir le management féminin, c'est aussi promouvoir l'entrepreneuriat au féminin pour que justement les femmes soient respectées comme chefs d'entreprise, entrepreneuses, etc. Donc on a développé ce programme qui en fait a eu un impact sur toute la chaîne de management au féminin dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'a plus ce problème-là du tout chez nous, on l'a jamais vraiment eu, mais on l'a vraiment pas chez nous. Donc on en parle beaucoup dans les médias. Mais j'ai pas compris quel problème. Le problème de l'équité entre les hommes et les femmes, de niveau de responsabilité, des salaires, etc. Aujourd'hui, on a un codir par exemple qui est plus féminin que masculin, alors que quand on a démarré, il était beaucoup plus masculin, et on voit bien dans les médias aujourd'hui que c'est un problème, que beaucoup de codires de grandes entreprises sont trop masculins. Oui, d'accord, mais ce qui est intéressant, la tribune semble. Voilà. On avait à chaque fois. Vous avez fait des efforts. À chaque fois, c'est nos femmes qui sont bloquées dans les avions. Voilà. Et Catherine Chabot, elle a bravé tellement de dangers dans les mers que c'était pas un avion qui allait lui faire peur. Bon, enfin voilà, je voulais juste dire que le handicap, c'est sans doute ce qu'il y a de plus dur en termes d'inclusion, et que donc du coup, d'avoir intégré cette culture dès le départ chez nous, ça nous permet de résoudre tout un tas de problèmes dans l'entreprise sur la diversité. Et en fait, chez nous, il n'y a vraiment aucun problème de diversité, quoi. C'est même plus une question chez nous, quoi. Mais justement, comment on l'a créé cette diversité? Une entreprise là qui vous écouterait, qui dit ouais tiens, je veux faire de la diversité. Vous conseillez quoi? Justement, parce que faire la diversité, on se dit tiens, alors, il me faut un peu de femmes, il me faut un peu des travailleurs handicapés, il me faut un peu. Il faut des structures. Si par exemple une entreprise détecte qu'elle a un problème effectivement de déséquilibre entre les hommes et les femmes dans son entreprise, il y a des solutions. Par exemple, l'entrepreneuriat au féminin, c'est une solution, mais il y en a d'autres. Si elle a un problème avec sa politique handicap, il y a aussi des solutions. Donc c'est vrai que nous, on essaye juste d'être un modèle d'inclusion pour dire aux entreprises que c'est possible. Parce que voilà, si les entreprises n'arrivent pas à avoir 6% de personnel handicapé, nous, on essaye de montrer qu'avec 50%, on arrive à être parfaitement performant. Donc il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a pas de lien direct entre handicap et sous-performance. À partir du moment où vous mettez les gens dans une situation de compétence, que vous les formez, que vous adaptez les postes, etc., vous avez au contraire des gens qui peuvent être même parfois surperformants, c'est-à-dire très impliqués, qui sont fidèles, qui sont machin, etc.
Donc c'est pareil pour les femmes. Quand les femmes, vous leur faites confiance et que vous les nommez, vous leur donnez des parts et que vous en faites des entrepreneuses, ben souvent elles restent chez vous et elles donnent beaucoup plus que si vous les aviez laissées comme cadres chez vous à juste gérer des choses, etc. Donc c'est cette culture de l'inclusion. Pourquoi ça c'est bon pour les femmes et pas pour les hommes, par exemple? Et ça pourrait être, si vous avez un problème dans votre entreprise parce que vous avez trop de femmes et pas assez d'hommes au poste de direction, vous pouvez avoir exactement la même logique dans l'autre sens. Mais bon, il se trouve que, arrêtez-moi si je me trompe, dans ce pays, c'est plutôt le contraire ce qui se passe. Donc, bien sûr. Voilà, bien sûr. Je parle des problèmes, pas des problèmes potentiels, hypothétiques. Voilà, quoi. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que donc on essaye d'être très proactif dans l'innovation sociale. Quand on est proactif dans l'innovation sociale, il faut aussi être responsable. Donc on a essayé de développer aussi parallèlement une politique de RSE à 360 degrés. Donc on a, nous, mis en place une politique d'économie circulaire il y a déjà un moment. Donc effectivement, on est à 80% bio dans nos restaurants, on recycle tous nos déchets biologiques. On vient d'investir dans la grande ferme de Bretigny pour produire nous-mêmes nos propres légumes qui sont eux-mêmes nourris par nos propres déchets biologiques. Et donc on va reconsommer nos propres légumes. Enfin, vous voyez, on essaye vraiment de... Là, je rencontrais justement un stand des gens qui récupèrent l'huile pour en faire de l'énergie. Et donc on va essayer de récupérer nos huiles effectivement pour les récupérer. Donc on essaye d'avoir vraiment une vision à 360 degrés. Et le dernier élément que je voulais effectivement porter à votre attention, auquel tu as fait référence, c'est qu'on avait décidé de donner une partie de nos bénéfices, puisqu'on est une entreprise assez rentable en fait. Vous êtes 100 salariés, hein? Une centaine de salariés à travers le monde, exactement. Donc, et vous êtes dans combien de pays? Dans 6 pays. Dans 6 pays aujourd'hui, mais on intervient dans une vingtaine de pays de façon temporaire, mais à titre permanent avec des salariés, on est dans 6 pays aujourd'hui. Ça veut dire que vous intervenez dans 20 pays, vous êtes dans 6 pays? Parce qu'on fait aussi des opérations temporaires. On va par exemple ouvrir un restaurant dans le noir pendant 4 mois à Riyad ou à Bangkok. D'accord, ok. Machin. Donc on est intervenu dans plein de pays, mais à titre permanent. C'est des restaurants éphémères? C'est des restaurants éphémères, temporaires. Ouais. D'accord. Mais vous faites ça quoi? Pour tenter l'expérience? Non, c'est souvent, ça peut être des commandes. Par exemple, à Riyad, c'était une commande du cousin du roi qui est legally blind, donc qui est en partie aveugle et qui voulait faire vivre l'expérience aux gens à Riyad, qui est une petite bourgade. D'ailleurs, au passage, c'est une petite bourgade de 9 millions d'habitants. J'étais très surpris. C'est un truc absolument énorme, Riyad. Personne n'y va parce qu'il n'y a pas de visa touristique, mais c'est un marché absolument colossal. Donc voilà, on est allé quelques mois à Riyad et on a fait un carton là-bas parce que effectivement c'était très surprenant avec une salle pour les hommes, une salle pour les femmes. Enfin bon, c'est une expérience très particulière. D'accord. Voilà. Alors donc on avait décidé de distribuer une partie de nos bénéfices à des associations. On l'a fait pendant des années et puis en fait on s'est rendu compte qu'on savait jamais où allait l'argent, ce qui se passait, etc. Donc on a décidé de créer notre propre programme. Et là, il y a un truc qui m'est apparu. À ce moment-là, j'ai rencontré des jeunes startups en fait, qui faisaient de l'électrification solaire en Afrique, off-grid, c'est-à-dire en dehors des réseaux électriques, dans les villages, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, un gamin qui était privé de lumière, privé d'électricité, c'est un gamin qu'on rendait partiellement aveugle en fait, pour une partie de ses études. Donc je me suis dit que c'était assez poétique en fait, qu'une boîte qui emploie des non-voyants aille amener la lumière à des voyants en Afrique, surtout quand on sait que l'éducation, c'est quand même la base de tout. C'est-à-dire que l'Afrique s'en sortira pas si on éduque que les gens qui sont dans les villes, parce que du coup, les mecs dans les campagnes, ils voteront comme on leur dit, etc. Donc je pense que l'éducation, c'est vraiment fondamental. Il y a 200 000 écoles à électrifier en Afrique subsaharienne, donc c'est absolument colossal. En même temps, c'est pas des sommes si énormes, hein, parce que 200 000, nous on électrifie, on informatise une école pour 6 000 €. On a construit une filière extrêmement performante. Donc ça fait qu'1,2 milliard finalement pour résoudre le problème, enfin une grosse partie des problèmes que rencontrent les enseignants et les écoles en Afrique. Donc, oui, parce que vous avez dit, parce que là, comme malheureusement vous devez partir, on avait un film, mais ce qui était très intéressant, c'est que vous disiez que si on laissait ces écoles qui sont en dehors des villes et donc ces gens sans éducation, ils étaient récupérés par des religieux, la majorité, et donc on voit tous les dangers potentiels. Nous, on voit que quand on vient électrifier une école en Afrique, on n'est pas toujours les bienvenus partout. Il n'y a pas que l'argent, il y a aussi, il faut convaincre les gens dans les villages, parce que les gars qui ont 6 femmes et qui les battent, ils ne sont pas forcément super chauds de voir arriver l'Internet, l'électricité, l'éducation. Voilà, il faut regarder les choses en face. Donc nous, effectivement, c'est pas qu'un problème d'argent, c'est aussi un problème de transformer nos ingénieurs qui allaient installer les panneaux solaires. On les a un peu transformés aussi en éducateurs, en pédagogues, en ce que vous voulez, pour effectivement arriver à faire ça. Donc on a électrifié en 3 ans, on a commencé ce programme il y a 3 ans, on a électrifié une vingtaine d'écoles, ce qui impacte à peu près 6 000 enfants aujourd'hui. Enfin sur 10 ans c'est beaucoup plus, mais en tout cas qui électrifie
Voilà, et on espère électrifier une quinzaine d'écoles cette année et conclure un accord avec l'AFD l'année prochaine pour monter en cadence. Et en fait, on a monté une filière assez performante à partir d'une start-up africaine qu'on a poussée, qu'on a portée et qui est aujourd'hui dirigée par une fille, une ingénieure africaine qui est vraiment formidable, qui est implantée au Sénégal. Et donc, on intervient au Bénin, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. Voilà, on espère. Alors au début, on était tout seul à financer, puis on a été rejoint petit à petit par d'autres PME, parce que 6 000 €, comme on est défiscalisé à 60%, parce qu'on a une grosse ONG qui supervise le programme et qui surveille que les équipements sont bien utilisés, que la pédagogie suit derrière, etc. On peut défiscaliser à 60%, donc ça coûte à une PME 2 400 € en réalité. Ce qui est vraiment pas grand-chose et ce qui ouvre donc ce programme à beaucoup de PME qui avant se disaient c'est impossible, etc., etc. Donc les grosses boîtes, elles ont leur propre programme en général, qui sont en général beaucoup plus onéreux que nous. Ils électrifient des écoles pour 20-25 000 €. Nous, on arrive à faire vraiment un travail formidable avec pas beaucoup d'argent. Et du coup, ce qui nous ouvre effectivement à plein de partenaires, des fonds de dotation, des PME, etc. Donc si d'ailleurs il y a certains d'entre vous qui sont intéressés, ou par Dans le Noir ou par ce programme, j'ai mon associé Fabrice Rosca qui est là et qui, après mon départ, pourra vous renseigner. Voilà, avec plaisir. Si tu veux, on peut montrer le film. Il est là. Je ne sais pas, parce que comme j'ai envie de vous poser des questions, je vais profiter de vous, juste avant que vous partiez. En fait, mais vous sortez d'où ? C'est-à-dire que d'un coup, vous créez le Réseau Dans le Noir. Avant, vous faisiez quoi ? C'est quoi cette prise de conscience ? Vous parlez comme si plein de choses étaient naturelles, mais d'ailleurs, ça va être le point commun un peu de vous tous. C'est quoi, à un moment, le moteur ? Non, alors ça sort pas de n'importe où. Alors ça serait un peu long à raconter, donc je vais plutôt vous encourager à acheter le livre Dans le Noir, une idée lumineuse, qui est en vente à la librairie de Provence, qui raconte un peu toute l'histoire. Ça sort pas de n'importe où, effectivement. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à la RSE en 2000. J'ai écrit un livre chez Pearson en 2002 qui s'appelait La marque face à l'éthique, où j'essayais de comprendre un petit peu comment les entreprises allaient faire face à tous ces défis-là. Mais vous étiez responsable marketing ? Je travaillais à l'époque dans une grosse agence de Young & Rubicam, qui est une grosse agence internationale. Et moi, j'ai aidé, en fait, c'est assez marrant parce que j'ai aidé les grandes entreprises à faire des boîtes et à faire de la pub. Et donc, je sais très bien comment ça fonctionne. Et maintenant, j'aide au contraire les gens à réfléchir à what's in the box, c'est-à-dire qu'est-ce qui est dans la boîte, et arrêter d'acheter des boîtes ou des étiquettes. Machin. Si vous venez dans nos restaurants, c'est des menus surprises et des vins surprises. Et donc, vous devez deviner ce que vous buvez et ce que vous mangez. Et vous allez voir que dès qu'on voit plus l'étiquette, on est beaucoup moins intelligent. Et que les gens confondent quand même chez nous le thon et le veau. La couleur des vins, c'est une vraie mascarade. C'est là qu'on voit les vrais amateurs de vin. Ah ouais, c'est là qu'on voit les vrais amateurs. Et on a planté des experts d'assez haut niveau sur des couleurs. Donc il ne faut pas faire le malin, parce que même si on croit qu'on sait, souvent, à travers cette expérience que je vous encourage tous à faire, que ce soit chez nous ou autre part, mais on en a à Nice par exemple, et surtout on cherche à venir à Marseille, donc Fabrice est là pour ça, pour essayer de nous implanter à Marseille. C'est vraiment une expérience qui va au-delà de juste la rencontre avec le handicap. C'est une expérience sensorielle absolument étonnante pour vous-même. C'est aussi une expérience sociale, puisque c'est des grandes tables d'hôtes chez nous, donc vous êtes assis avec vos amis, vous êtes ici à côté des gens que vous ne connaissez pas. Et c'est étonnant, dans le noir, ça libère la parole, on parle à ses voisins, enfin on est un peu dans le blabla business, un peu comme Blablacar, quand vous discutez avec quelqu'un, vous n'êtes pas juste transporté, nous aussi, c'est un endroit où on se parle et où on se reparle. Donc voilà, donc je pense que tout ça, c'est des expériences absolument étonnantes qui sont rendues possibles par les non-voyants. Parce que si je vous demandais à vous de venir travailler dans mes restaurants, au bout de 3 jours, vous me diriez, là, Edouard, je suis pas sûr que je vais rester. Voilà, c'est parce que les non-voyants ont cette capacité justement à nous faire vivre et à nous accompagner. Et donc ça, c'est un élément très fort, c'est-à-dire que vous êtes formaté, vous, pour aider un aveugle à traverser la rue, et là, vous êtes mis entre ses mains, c'est lui qui vous guide, qui vous aide, etc. Et donc, c'est le seul restaurant au monde où je vois les gens claquer la bise à leur serveur en sortant. Enfin, j'en connais pas d'autres, et c'est très, très étonnant. Parce qu'il y a des gens qui le vivent d'une façon, il y a des gens qui viennent se marrer, il y a des gens qui viennent pour l'aspect sensoriel, puis il y a des gens qui ont des handicapés dans leur famille et qui le vivent d'une façon extrêmement émotionnelle, qui veulent rester, parler avec leur guide, etc. Bon, nous, on a besoin qu'ils retournent travailler. Enfin bon, c'est vraiment très étonnant. Alors, il y a Catherine Chabot et Alain Mathési qui voulaient dire quelque chose. Oui, si je peux me permettre, vous n'avez pas répondu à sa question, le déclic. Merci Catherine, je vous remercie. Moi, j'ai envie de connaître le déclic. Non, il faut acheter le livre. Il a été responsable marketing quand même, il y a des restes. Ouais. Non, mais bon, en fait, ça remonte assez loin. En fait, à l'enfance, il se trouve que j'ai eu la chance de vivre mon enfance entouré d'anciens résistants, dont Philippe Vianney, dont Daniel Cordier, dont Pierre de Bénouville, etc. Et donc, ces gens-là m'ont donné, si vous voulez, une espèce de résilience sur le fond de ce que doit être la vie, etc. Que
bon, c'est une chance pour moi. Hein. J'avoue que je leur dois vraiment beaucoup. Et que voilà, j'ai eu la chance très jeune dans des aventures comme le Centre nautique des Glénans, dans lequel j'étais à 19 ans au centre. Vous êtes marin, donc vous connaissez le centre, et c'est là où j'ai rencontré Eric. C'est vraiment des expériences très humaines et qui vous forgent en fait d'une certaine façon. Donc c'est vrai que moi, à l'époque où j'ai monté dans le noir, je sortais d'une autre expérience entrepreneuriale où j'avais une SS2I en fait qui gagnait beaucoup d'argent. Et c'est ce qui m'a permis d'investir, parce que sinon, très honnêtement, ce projet n'existerait pas. Parce que j'ai fait 13 banques, je me suis fait bouler de partout. Donc il y avait 1 million d'euros à investir, même 1,5 million sur 2 ans, parce qu'on a ouvert à Paris et à Londres de façon très proche. Franchement, j'aurais eu que les banques, ma bonne bouille et les banques, ce projet n'existerait pas. Donc j'ai dû finalement... J'ai un copain qui m'a aidé à 10%, mais j'ai dû investir 90% du démarrage, quoi. Et alors c'est un peu triste d'une certaine manière, parce que vous vous dites, voilà un beau projet qui quand même a sensibilisé près d'1,5 million de personnes, ça fait 15 ans que ça dure, puis c'est toujours plein. Moi je suis toujours étonné, mais là je retourne ce soir, je suis sûr c'est bourré à craquer, quoi. Tous les soirs c'est bourré, quoi. Donc voilà, ça n'existerait pas si je m'étais juste pointé à la banque avec... Remarquez bien, monsieur, comme on est à l'aveugle, même nous on peut pas savoir si c'est plein, en fait. Ouais, enfin, après ça, vous pouvez toujours aller à la chambre de commerce voir les comptes. Non, c'est une... Ouais. Alain Mattesi. Alors, moi, je trouve le concept tout à fait incroyable, mais la question que je me pose, c'est de savoir, mais qu'est-ce qu'on mange ? Alors, ce sont des menus surprises et donc on gère vos allergies. Donc, alors, on essaye de faire de la nourriture d'assez haut niveau. D'abord, on est à 80% bio. Donc, et deuxièmement, on fait des vrais efforts parce que figurez-vous que dans le noir, le mauvais, ça se voit tout de suite. Oui, parce que comme vous êtes privé de la vue, vous êtes très concentré sur les sens et notamment sur le goût et l'olfaction. Et donc, si vous faites un truc qui n'a pas de goût, machin, sur TripAdvisor, vous vous faites arracher tout de suite. Mais est-ce que le chef cuisinier est aveugle ? Non, alors on n'est pas une association. Nous, comme je l'ai expliqué, on est dans le milieu ordinaire. On aurait pu aller dans le milieu protégé. On ne l'a pas fait parce que, figurez-vous, quand vous changez de pays, après, vous êtes bien embêté. Quand vous êtes une entreprise adaptée, puis vous vous pointez en Angleterre, vous dites comment ça se passe pour les entreprises adaptées. On vous dit, mais c'est quoi ça ? Donc voilà, nous, si on a pu se développer au niveau international, c'est qu'on a mis en place un modèle économique dès le départ qui était vraiment un modèle d'indépendance. Voilà, donc on est totalement indépendant de tout le monde. Ça nous permet d'aller très vite et de nous développer comme une entreprise normale et pas d'attendre les subventions potentielles, éventuelles, etc. Donc, et puis c'est aussi une marque de respect aussi pour le handicap, c'est-à-dire que voilà, moi la démonstration que je voulais faire, c'était qu'avec 50% de handicapés à tous les niveaux de l'entreprise, hein, puisque le numéro 2 après moi dans l'entreprise c'est un non-voyant, il n'est pas là parce qu'il est non-voyant, il est là parce qu'il est bon. C'est Didier Roche et voilà, pour moi on a des consultants non-voyants parce que donc on a aussi un secteur B2B qui aide des entreprises à recruter des gens dans le domaine du handicap ou dans le domaine de la sensorialité, etc. Donc on a des personnes sourdes et des personnes non-voyantes à tous les niveaux de l'entreprise. Très bien. Voilà. Merci Monsieur Debré d'avoir été avec nous. Merci d'avoir partagé ce moment. Et au plaisir. Donc, et peut-être qu'à la fin, on en saura un peu plus sur le restaurant Marseille avec votre associé qui nous expliquera. Merci à vous. Alors, il y a Alain Valdener aussi. Alain Valdener, vous avez un peu un profil commun parce que vous avez vu naître Internet. Vous travailliez chez Areva, je crois. Vous étiez responsable production. Si ça marche, oui, si ça marche. Vous avez été responsable production chez Areva. Ouais, ça. Et puis vous avez tout laissé tomber. Et vous êtes parti aux États-Unis. Vous avez découvert le mail, Mark Zuckerberg, le patron de je sais plus quoi. Enfin, vous me racontez des histoires de dingue. Alors, ouais, c'est un peu ça en fait. Merci beaucoup. Avant de créer AutoEscape, que j'ai créé en 99, dans 2 mètres carrés avec 2 tables, une chaise. Et en fait, j'avais une vie sérieuse. Je venais d'Ariane Espace, Airbus, Areva. Et hier, j'ai cité, puisqu'on est comme dans le cadre de RSE, je suis la personne qui a créé le procédé de recyclage du plutonium en particulier. C'est pour ça que vous êtes parti d'Areva après ? Voilà, c'est pour ça. J'ai quitté. Effectivement, je suis parti d'Areva. Je suis même parti avec violence et fracas quand Anne Atomique est arrivée. Et surtout parce que je me suis dit qu'il y avait peut-être autre chose à faire de la vie. J'en avais qu'une. Donc du coup, je me suis dit qu'il y avait peut-être autre chose à faire. Donc j'ai créé AutoEscape un peu par hasard. Alors, c'est un peu la même idée. C'est que voilà, j'ai pris les problèmes les uns après les autres. Si j'avais effectivement compté sur les banques pour m'aider à créer quoi que ce soit, alors que j'avais du patrimoine, alors que j'avais le cursus, tous les diplômes possibles et imaginables, aujourd'hui AutoEscape n'existerait même pas.
Voilà, on a eu des aides de personne, jamais personne. Mais avant ça, racontez-nous. Vous êtes parti parce que c'est quand même intéressant. Vous avez été témoin de quelque chose qui est rare. Oui, et en fait, vous avez quitté Areva. Vous êtes parti aux États-Unis. On est en 99 là, c'est ça? 99. Donc voilà, Internet c'est ça. n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est aux États-Unis. Les gens ont commencé à avoir au bas de leur mur des balls jack. Et puis une prise. Et de là, ils mangent des petits écrans verts fluo. Et en fait, de là, ils s'envoient quelque chose qu'ils appellent le mail. Et ils ne savent pas trop à quoi ça sert, ils ne savent pas trop ce que ça va donner, mais ils s'envoient des genres de mini-messages à travers ces écrans. Et je comprends que ce système-là, eh ben, ça va nous toucher d'une façon ou d'une autre, et qu'on va pouvoir peut-être en faire quelque chose et échanger à travers ça. Et donc je reviens ici, et je me dis, on se met à la table. Après quand même avoir assisté à des conférences avec Mark Zuckerberg qui cherchait 30 000 euros. J'ai croisé Mark Zuckerberg à Harvard, donc, sur le campus, qui cherchait 30 000 euros. C'était au début du lancement de Facebook. Et j'aurais pas mis un copec là-dedans d'ailleurs, parce que pour moi c'était un club comme un autre, enfin, ça n'avait aucun sens. Et il était dans les contrats allés en train de chercher 30 000 euros. Et une entreprise qui vaut, je sais pas, 1 milliard aujourd'hui. En fait. Et après vous avez rencontré quelqu'un d'autre aussi de célèbre? Oui, bah après évidemment à cette époque-là, tous les géants d'Internet sont nés même après nous, puisque Google, que tout le monde connaît, est né l'année d'après nous. Et en fait, ils ont failli faire faillite en deuxième année. Leur modèle économique n'était pas du tout celui d'aujourd'hui. Et ils ont même failli faire faillite. Et on les connaissait personnellement, puisque c'était des gens qu'on voyait, on était en contact direct avec eux. Il y avait 25 personnes qui travaillaient sur Internet. Internet, c'était juste un concept à cette époque-là. Voilà. Et en fait, on a... je ne sais pas si on a vraiment des points communs, mais en gros, j'ai recruté de cette période de 0 en 2014, vente d'AutoEscape, une personne par semaine. C'est-à-dire que la croissance d'AutoEscape était de 40% par an. Alors AutoEscape, qu'est-ce que c'était? AutoEscape, donc vous rentrez en France et d'un coup vous dites tiens, je crée AutoEscape. Ouais, voilà, en fait le principe c'était que vous avez tous, j'imagine, ou je suppose que vous avez peut-être tous loué un jour une voiture. En fait le principe c'est qu'avant on allait avec son chéquier, on allait à l'agence Europcar et on disait voilà, est-ce que je peux louer une voiture? La personne vous expliquait ce brochure papier, vous avez votre choix et on vous louait une voiture. Et en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des contacts directs avec les fournisseurs et on compare toute l'offre de toutes les voitures partout dans le monde en instantané et on offre forcément le meilleur prix aux consommateurs en direct. Voilà. Et ça, vous l'avez créé en quelle année? Et ça, c'est en 99. Juste en rentrant? Ouais, tout de suite, en fait, on a créé. Et ça a tout de suite marché alors que personne n'avait Internet oui, ici? alors c'était très compliqué. Ça a vraiment pris. On a connu après avoir passé septembre 2001. En fait, au début, les gens nous connaissaient parce qu'on était essentiellement dans les guides, Futé, Petit Routard en France, Lonely Planet pour les États-Unis, et on était dans les guides. Et puis on faisait du porte-à-porte, quoi. On appelait les gens, on appelait les agences de voyage, on vendait comme ça. Et à partir de 2003, quand la DSL a commencé à venir dans les foyers en Europe, eh bien, en fait, l'entreprise s'est vraiment lancée. En fait, c'est là qu'on a eu la plus grosse croissance et on est rentré en bourse en 2007, en fait. Donc là, d'abord sur le marché européen, puis sur le marché américain. Et c'est là qu'on a eu l'expansion la plus importante, en fait. C'est à partir du moment où le marché de l'Internet est devenu commun, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus le boîtier qui faisait des bips dans son salon. C'était un boîtier permanent où on avait toujours l'Internet, partout on se connectait. Puis aujourd'hui, c'est banal, tout le monde l'a sur son smartphone sans se rendre compte on ne se rend plus vraiment compte de ce que c'est. Mais nous, on a connu tout ce cheminement, y compris, on a dû franchir des barrières qui semblent complètement banales aujourd'hui. Vous payez tous par carte bleue sur Internet, ça vous semble banal? Moi, je suis un des premiers à appeler une banque et dire voilà, je voudrais bien pouvoir encaisser de l'argent par carte bleue avec un système numérique. C'est-à-dire sur un écran, je demande les gens leur carte bleue, puis je peux l'encaisser. Les banques m'ont dit ça n'existe pas, on ne peut pas faire ça, c'est interdit. Voilà. Et on a créé les premiers, alors il y a prescription, je peux le dire aujourd'hui, les premiers écrans dans lesquels on encaissait de l'argent, il n'y avait rien derrière, il n'y avait pas de système de sécurité, quoi que ce soit. On récupérait les numéros de carte, on avait un TPE manuel, on tapait les numéros de carte sur le TPE manuel. J'ai un petit musée d'AutoEscape à la maison, et il y a encore ce TPE manuel avec un enrouleur de papier pour encaisser les cartes bleues. Les banques ne fournissaient pas de TPE électronique. Ça n'existait pas. Voilà, donc on a dû créer chaque chose, chaque élément, une par une, en découvrant à chaque fois. On a eu toutes sortes d'expériences avec ça. La première fois qu'on a acheté $1 million, on devait payer nos fournisseurs américains en dollars, donc on devait acheter des dollars. Et on a acheté 100 000, puis 200, puis 300, puis 400. Puis un jour, on s'est dit, tiens, on va acheter $1 million. J'ai pris mon téléphone, j'étais très impressionné. J'ai appelé la banque, j'ai dit, je vais acheter $1 million. Bon, oui, ok, c'était le cours, voilà.
Donc on achète. Un quart d'heure après, mon téléphone sonne et une personne m'a dit mais vous êtes qui ? Je suis Alain. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ? Là, vous venez d'acheter $1 million. Tous les gens qui achètent $1 million sur le marché, je les connais par leur prénom. Vous, je vous connais pas. Vous êtes qui ? Alors, on est Auto Escape, on loue des voitures. Ah bon ? Mais vous êtes où ? On est à Pertuis. Pertuis, c'est où ? C'est dans le sud de Paris, en fait. Et il m'a dit, donnez-moi votre adresse. Le type, il s'appelle Baron de Quinsonnas, c'est le patron, ça a été le patron de tutelle de Natixi. Il a pris son avion privé, il est descendu à Pertuis, nous voir physiquement qui on était. Qu'est-ce qu'on faisait ? Comment on pouvait brasser autant d'argent ? Comment c'était possible qu'on fasse ça dans notre bureau ? C'était un bureau champêtre. C'était, d'ailleurs, Isabelle qui nous a rejoint et qui a pris la direction générale en 2012. En fait, on était en plein milieu de la campagne. C'est-à-dire que les salariés, je les recrutais partout autour de nous. On recrutait une personne par semaine. Et en fait, c'est très amusant parce que rien n'était adapté à nous. Chaque fois qu'on faisait quelque chose, on ne rentrait pas dans les clous de rien. C'est-à-dire que chaque fois, on était... Voilà. Donc, ça a été une expérience très forte. Et j'ai vendu cette entreprise en 2014. Suite après. On reste là-dessus. Ah, c'est très bien. Ça, voilà. On crée du buzz. Voilà. On peut applaudir. Alors Olivier Crouzet, puisqu'on a parlé de Mark Zuckerberg, d'Internet. On reste dans le même domaine. On reste dans le même domaine. Donc voilà, j'ai l'angle. École 42. Alors expliquez-nous son concept. Alors, donc 42 créé en 2013 par Xavier Niel. Alors, juste très rapidement, pour ceux qui ne savent pas, je ne saurais pas bien expliquer, hein, mais en gros, quand j'ai fait des recherches, pourquoi 42 ? Donc c'est sorti d'un bouquin de science-fiction. C'est une référence au Guide du retard galactique, qui est une nouvelle de science-fiction de Douglas Adams, auteur britannique. Il y a même eu un film là-dessus. Et donc c'est quelque chose qui est très connu dans l'univers geek, on va dire. L'ensemble des informaticiens connaissent 42 et ils en mettent à toutes les sauces. Donc c'est quelque chose qui est assez emblématique, j'ai envie de dire, de l'univers informatique et des personnes qui baignent là-dedans depuis un certain temps. Ouais, c'est le nombre d'or de la science-fiction, quoi. Ouais, parce qu'on le prend à toutes les sauces. C'est la grande question à propos de la vie, l'univers et le reste. Voilà, c'est ça. C'est la question à laquelle on ne peut pas répondre. Bah si, la réponse est 42, ça on le sait. Oui, d'accord. Mais c'est parce que la question à propos de la vie, l'univers et le reste, en fait, c'est celle-là qui est plus compliquée à trouver. Oui, d'accord. Ok, très bien. Bon, ok, donc ça c'est 42. Et donc derrière, on a décidé de créer 42 pour former des étudiants entre 18 et 30 ans au métier du numérique. C'est une initiative de Xavier Niel qui, lui, est, j'ai envie de dire, complètement plongé dans tout ce qui est numérique. Et c'est aussi une initiative qui va se distinguer par un modèle pédagogique qui est assez particulier, qui s'appelle le peer learning. Tu l'as déjà dit tout à l'heure en introduction, on a effectivement 0 cours, 0 prof. On a les étudiants qui sont sur un parcours à choix multiples dans lequel ils vont progresser à leur propre rythme et ils vont rencontrer des challenges qui sont des logiciels à créer. Alors nous, on a dosé, c'est notre rôle évidemment, on a dosé chacun des challenges de sorte que le challenge suivant soit un petit peu plus difficile que le challenge précédent. Et donc les étudiants, au travers de ces challenges, vont devoir résoudre des problèmes et ils vont être confrontés à ces problèmes et ça va leur permettre de développer leurs compétences techniques. Mais pas que. On va leur développer également un certain nombre d'autres compétences qui vont être une capacité à résoudre des problèmes, une capacité à collaborer. C'est pour ça qu'on a appelé d'ailleurs ce modèle le modèle en peer learning, parce que les étudiants sont au début face à des logiciels à créer, et puis ils n'ont pas eu aucun cours pour leur dire comment faire ça. Donc comment est-ce que je fais ça ? Mince, j'ai pas de solution, je fais quoi ? Ils vont apprendre à aller rechercher des infos. Ils vont apprendre à filtrer les infos. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, plus que détenir de la connaissance, aujourd'hui, me semble un élément important. Être capable d'aller la chercher et de la filtrer, compte tenu de la masse de connaissances qui existent aujourd'hui dans le monde et qui est accessible de façon instantanée. Et avec ces éléments-là, ils vont les tester. Ils vont se poser la question, est-ce que c'est une info qui est intéressante ou pertinente pour résoudre mon problème ou pas ? Et ils ne vont pas y arriver tout seuls, ils vont devoir discuter, ils vont devoir collaborer, ils vont devoir échanger. Et là, un premier point, j'ai envie de mettre en avant par rapport au sujet de ce forum ici, c'est le fait que plus on a de diversité entre les étudiants, plus on va avoir de chances d'aboutir à des solutions qui sont intéressantes. Plus il va y avoir de création d'intelligence collective. Et je vais rejoindre un petit peu notre ami dans le noir tout à l'heure qui indiquait que mélanger un certain nombre de gens qui soient d'origines diverses et variées
c'est quelque chose qui est généralement un atout pour les entreprises. Mais vous prenez quoi? Qui Parce n'est que pas vécu comme ça. vous êtes tellement dans votre système que vous savez que ça roule, mais c'est quand même pour nous complètement révolutionnaire. Donc ça veut dire que ces étudiants, c'est quoi? C'est les meilleurs? Parce que quand on parle de l'école de Xavier Niel, on sait qui est Xavier Niel, c'est celui qui a créé Free. Je ne sais pas ce qu'il a créé d'autres. Il est connu sur quoi, Xavier Niel? C'est Free? Principalement Freebox, ouais. Voilà. Et on connaît cette école sur un côté... Station F. Station F. Ouais. Peut-être. Le plus grand incubateur mondial, avec plus de 1000 startups. D'accord. Eh ben voilà, super. Ça va avec 42, la station F. Ouais. Donc, comment sont recrutés ces étudiants? C'est que de l'excellence? C'est que les meilleurs que vous prenez? Ou vous donnez votre chance à n'importe quel étudiant? Comment on rentre dans votre école? On a choisi de faire une sélection qui est très ouverte. On veut récupérer, finalement, attirer tous les talents du numérique. Et puis là, on s'est rendu compte de quelque chose. On s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient du talent et qui, malheureusement, étaient en dehors du système scolaire académique. De notre point de vue, alors aujourd'hui, il y a un très grand besoin d'informaticiens. Ça, c'est un fait. Lui, Xavier Niel le voit tous les jours dans ses besoins de recrutement. Mais il s'est aussi rendu compte qu'il y avait un décalage entre ce que produisait notre système éducatif aujourd'hui et les compétences qui étaient attendues généralement par le marché. Pour donner les deux exemples emblématiques, j'ai envie de dire qu'une formation traditionnelle ou universitaire va avoir tendance à uniformiser peut-être un petit peu trop les étudiants, c'est-à-dire qu'à la suite d'une formation avec un diplôme, ils vont penser à peu près tous la même chose. Et c'est une formation qui va rester très individuelle. Aujourd'hui, de notre point de vue, ou en tout cas au moins par rapport à l'ensemble des métiers du numérique auxquels on prépare nos étudiants, les entreprises ont besoin de collaboration, ont besoin d'étudiants qui vont se parler entre eux, ont besoin d'employés qui vont se parler entre eux, et ont aussi besoin de cette diversité, ont aussi besoin de gens qui vont être capables de collaborer avec des gens qui sont de nature différente, qui sont de cultures différentes, qui sont éventuellement du sexe opposé, qui sont, pourquoi pas, aussi des gens qui ont un certain nombre de handicaps, etc. Et de cette diversité, généralement, naissent énormément d'innovations. Donc vous les sélectionnez sur un projet? Vous donnez un projet à tout le monde et vous voyez qui peut répondre au projet? C'est comme ça votre sélection ou c'est des dossiers? C'est un processus de sélection qui va les mettre finalement en situation. C'est ça. N'importe qui peut postuler en ligne. On n'a absolument aucun prérequis. N'importe qui entre 18 et 30 ans peut postuler à 42. On a décidé de mettre aucun prérequis parce pourquoi 30 ans? Parce qu'on a... Puisque vous manquez d'ingénieurs, puisque... Et puis on a des donc à 30 ans, on qui... n'est plus dans le coût générationnel. On a plus de difficultés, je pense, à suivre une scolarité correctement. En tout cas, comme nous, on veut que nos étudiants vivent l'expérience. D'accord. Alors même si on essaie de faire un certain nombre de tests en ce moment, notamment avec des gens qui sont en chômage de longue durée chez Pôle emploi, pour essayer de comprendre, voir quels sont les différents mécanismes, mais ça reste au stade purement expérimental. Pour l'instant, on veut rester dans notre tranche 18-30 ans. D'accord. Et donc avec ces étudiants, ces candidats, qui sont d'abord candidats, ils vont faire toute une série de tests en ligne. On a choisi finalement de n'avoir aucun prérequis parce qu'aujourd'hui, est-ce que quelqu'un qui a le bac, ça me dit s'il a du talent pour le numérique ou pas? En fait, j'en sais rien. Donc on veut nous-mêmes pouvoir vérifier tout ça. On a des tests en ligne qui sont un certain nombre de tests un petit peu type QI. On a des jeux en ligne qui, pour nous, utilisent la même logique que des gens qui, après, qui utilisent la même logique que les gens vont utiliser ensuite pour pouvoir apprendre à programmer et à coder des logiciels. Et on va les mettre aussi en situation avec ce qu'on appelle la piscine, qui pendant 4 semaines, les candidats vont finalement débuter un petit peu le début du cursus et vont apprendre vraiment à programmer. Ils vont être aussi dans une situation où il va falloir qu'ils apprennent à collaborer, qu'il va falloir qu'ils apprennent à échanger des informations, à créer ensemble cette intelligence collective pour pouvoir arriver à résoudre les problèmes et passer cette première étape de la sélection. On veut que dès cette sélection, ils sachent exactement comment ça va se passer derrière. Et là, justement, c'est le moment où on va avoir tout un tas de gens qui vont se rencontrer et qui sont d'origines vraiment diverses et très variées. Un point qui est, je pense maintenant important d'apporter, c'est le fait que l'école est complètement gratuite aussi. Ce qui permet d'avoir vraiment énormément de gens de profils vraiment énormément variés, y compris tous les milieux sociaux, qui vont pouvoir postuler à 42. Et grosso modo, combien de personnes font des demandes et combien sont pris? On a à peu près 30 000 candidatures tous les ans et on a 900 nouveaux étudiants par an.
Wow. Mais là-dessus, on fait, nous, très peu de sélection, dans le sens où c'est énormément de gens qui vont commencer le processus de sélection. Et à un moment, ils vont se rendre compte que finalement, ça ne les intéresse pas, qu'ils n'aiment pas ça, que ce n'est pas fait pour eux, que la méthode de travail, de fonctionner, ne correspond pas à ce qu'ils attendaient, ou à ce qu'ils ont envie, ou à ce qu'ils sont prêts à faire. Donc la méthode de travail, c'est quoi? C'est j'ai les clés de l'école, je viens quand je veux pour travailler. Les Plus étudiants que- sont en très forte autonomie. Il n'y a pas de cours et pas de prof. Il y a des Voilà. notes, mais il n'y a pas de cours et pas de prof. Donc comment ça marche? Ils vont avoir donc tous ces challenges devant eux. Ils vont avoir un parcours avec ces logiciels à créer. Chaque fois qu'ils vont valider et réussir un projet, ils vont débloquer le projet suivant. On avance finalement exactement comme dans un grand jeu vidéo. Mais qui leur apprend le premier projet? Quand ils ont un projet à faire, Ouais. qui leur apprend, puisqu'il n'y a pas de prof, qui leur apprend à monter ce projet, le premier projet déjà? Le premier projet est conçu de telle sorte que l'énoncé va leur permettre de filtrer déjà un certain nombre de recherches. Ça ne va pas leur donner toutes les clés pour résoudre le premier projet. Et le fait de discuter et de collaborer entre eux. Donc vous les poussez à faire de l'intelligence collective Voilà. et aller l'un vers l'autre, et c'est chacun qui apporte des clés de solution pour Voilà. avancer. Et même au-delà de ça, l'idée c'est qu'ils repartent tous à la fin, après discussion, avec davantage, avec autre chose que ce que chacun individuellement avait apporté au départ. C'est vraiment de l'intelligence collective. Alors ça ne marche pas à tous les coups, des fois il y a un certain nombre de biais, effectivement, mais en tout cas on essaie d'avoir des étudiants le plus souvent dans ce genre de situation. Très bien. Merci. Mais c'est pas fini, hein. Sur les intervenants, c'est pas fini. Donc on pourra poser des questions. Bah, on peut répondre tout de suite. Est-ce qu'il y a des diplômes? Il y a un titre 42 à la fin. Le diplôme n'est pas reconnu par l'État. Il ne peut pas l'être pour tout un tas de raisons. L'école est beaucoup trop jeune, ne serait-ce que pour ça. S'il y a le label de la Grande École du Numérique, qui est une homologation publique. Oui, enfin, je pense que les gens qui sortent de là, ils n'ont pas de soucis pour trouver du travail. Non, on a même beaucoup plus d'étudiants qui interrompent leur cursus au milieu parce qu'ils ont des opportunités de lancement de carrière et ils les prennent et ils les réussissent sans problème, plutôt que d'aller même jusqu'au bout du cursus. D'accord, très bien. Catherine Chabot, alors, justement, vous êtes navigatrice. Alors, juste pour revenir, comment vous avez démarré? C'est vos parents, ils prenaient toujours le bateau, vous étiez avec eux, vous avez eu le goût de la mer, et vous avez dit, un jour, ce sera moi. Non, pas du tout. Voilà. D'abord, merci Philippe de votre invitation. Moi, c'est la deuxième fois que je viens. Je suis venue il y a 3 ans et je trouve ça vraiment formidable. Ça fait du bien. Et là, je trouve ça. Moi, je suis complètement immergée dans leurs histoires. Ouais, je vous vois, mais j'adore, c'est super. Non, mes parents, en fait, mes parents sont d'origine marseillaise, mais j'ai grandi en banlieue parisienne. Et c'est assez fou parce que rétrospectivement, dans les années 60, mon père, qui faisait de la chasse sous-marine, ne trouvait déjà plus de poissons dans la rade de Marseille. Et des amis à eux leur ont dit « Mais tu devrais aller en Bretagne, parce que là-bas, on a des poissons. » Ça veut dire que déjà dans les années 60, il y avait déjà un problème de ressources en Méditerranée. Et parce qu'aujourd'hui, on en parle, bien évidemment, ça fait la une de tous les magazines, mais à l'époque, déjà, c'était déjà un souci. Et donc, moi, gamine, on allait en vacances entre soit la Bretagne, soit la Méditerranée. Et je crois que ma passion de la mer, papa faisait de la plongée sous-marine aussi. Et nous emmenait, et très tôt, il nous a donné un masque, un tuba, et on le suivait, notamment en Bretagne. On partait en fin de marée descendante et en début de marée, voilà, un moment... On marchait dans les laminaires et on commençait à s'immerger dans 50 cm d'eau. Et la vie était terriblement riche. Enfin, ce qu'il y avait derrière mon masque, d'abord les laminaires, ces grandes algues brunes là, me collaient au masque. Et ça a été, je pense, j'avais beaucoup d'émotions dans l'eau. Et quand j'ai découvert la plongée sous-marine à, je sais pas, une dizaine d'années, là, c'était la révélation parce que je découvrais la mer en 3 dimensions. Donc voilà, tout ça pour dire que je suis avant tout passionnée de mer. Je pense que la passion de la mer est née là-haut à Roscoff, ici en Méditerranée, avant d'être passionnée de bateau. Comme il n'y avait pas de marins dans la famille, le bateau était un moyen de naviguer. Et comme on n'embarquait pas les femmes sur les bateaux, très rapidement, j'ai fait quelques régates, j'ai trouvé ça super. Et comme on n'embarquait pas les femmes sur les bateaux à l'époque, il a fallu que je crée le contexte pour naviguer. Donc, très rapidement, j'ai fait du solitaire. J'ai trouvé quelques embarquements, mais sur des bateaux. Alors, comment justement, si on n'embarquait pas des femmes et qu'il a fallu que vous créiez, en gros, votre propre embarcation, comment des gens ont cru en vous? Enfin, vous n'étiez pas rentière, c'est pas vous qui avez créé votre bateau, qui avez pu l'acheter. Non, il a fallu des années. J'ai
j'étais aussi j'ai une formation de journaliste. Le métier de journaliste, c'était le métier qui vraiment m'attirait. Donc, j'ai fait une école de journalisme. Mais il s'est passé pratiquement 10 années entre 80 et 90 avant que j'ai monté plein de projets qui sont restés dans les tiroirs. Mais l'énergie que j'avais mise dans ces premiers projets, finalement, parce que je m'étais mobilisée, par exemple, une histoire hallucinante, c'est qu'en 86, j'ai voulu faire construire mon premier bateau dans Paris pour montrer aux Parisiens comment on construit un bateau à partir de rouleaux de tissu. Et en 86, je suis allée frapper à la porte de la Cité des sciences et de l'industrie de la Villette qui m'a dit non, ça nous intéresse pas, etc. Et il se trouve que 4 ans plus tard, ils ont eu la même idée et que ils sont retombés sur moi par hasard. Et donc, j'ai monté une exposition qui s'est intitulée Naissance d'un bateau en 90. À l'époque, j'étais rédactrice en chef, je travaillais pour la revue Thalassa. Et voilà, du coup, j'ai quitté Thalassa. Je me suis dit, je vais forcément trouver un partenaire. Ça a été compliqué. Mais là, ça a vraiment démarré là, en 90-91. Mais entre 80 et 90, j'ai monté des projets pour participer, pour faire des tours du monde, pour participer à la Route du Rhum. Plein de trucs où j'essayais de vendre ce que j'étais. Mais bon, alors, je travaillais comme journaliste. J'ai suivi 2 fois la course autour du monde en équipage, la Whitbread. Et vous avez été journaliste, vous avez suivi, vous avez fait du journalisme sportif dans la mer. Oui, vous avez réussi à marier les deux. C'était ma passion de faire du journalisme dans la voile, mais j'ai suivi 2 fois cette course autour du monde en équipage qu'on appelait la Whitbread, rêvant d'embarquer. Donc, en tant que je partais en tant que journaliste, j'essayais de trouver des piges. Mais je partais toujours avec mes bottes et mon ciré à chaque escale, empruntant des sous, alors étant invité par les attachés de presse, etc. Et espérant qu'il y ait une place un jour sur un bateau. Et j'en ai pas trouvé à ce moment-là. Mais voilà, donc après, il y a eu la Mini Transat. Et puis après, j'ai fait 15 années de... D'ailleurs, j'avais une question tout à l'heure quand il parlait des femmes. Aujourd'hui, quand vous lui posiez une question sur qu'est-ce qui fait qu'on peut éventuellement faire entrer plus de femmes, éventuellement dans les entreprises, etc., moi, j'étais totalement opposée aux quotas. Je peux vous dire que les quotas viennent d'entrer dans cette course qui s'appelle maintenant la Volvo Ocean Race, où on met 2 femmes. Les équipages ont l'obligation d'embarquer des femmes à bord. Et finalement, ces femmes ont développé une compétence. Et finalement, les marins, les hommes s'aperçoivent que c'est vachement plus sympa d'un point de vue d'ambiance à bord quand on passe des mois en mer. Moi, j'ai navigué toute seule avec des équipages de 17 bons hommes. Toute seule, c'était pas facile. Mais quand vous en mettez 2, voilà, tout de suite... voilà. Donc, je souhaitais évoquer cette idée des quotas. Et aussi, j'étais au Conseil économique, social, environnemental pendant 5 ans. Et je suis arrivée finalement grâce aux quotas, puisque au CESE, la parité est arrivée en même temps que l'environnement et les jeunes. Et voilà, tout ça pour dire que pour moi, j'ai 55 ans aujourd'hui, ça a été compliqué au début, mais les choses évoluent. Et voilà, cet argument des quotas contre lesquels j'étais totalement opposée, je trouve que c'est pas complètement stupide. Parce que même dans le milieu de la mer, parce qu'il y a quand même des femmes célèbres dans le milieu de la mer, donc ça a l'air d'être quelque chose de démocratisé. Même dans le milieu de la mer, c'est compliqué quand on est une femme pour faire des courses, pour naviguer. Ah oui, parce que... Alors, ce qui est sympa, c'est que vous trouvez des partenaires. Pour pouvoir naviguer en course, il faut trouver un sponsor. Il est impossible sauf avoir une fortune personnelle, on ne peut pas financer ses propres projets. Donc, ce qui est alléchant éventuellement pour une entreprise qui, à l'époque, sponsorisait une femme, c'est d'avoir la femme ou l'une des femmes de la course. Mais on ne vous faisait pas forcément confiance pour mener un projet à bout. Donc, on misait sur la femme de la course, etc. Donc, il a fallu quand même quelques années. Et c'est vrai qu'on fête cette année le 40e anniversaire de la Route du Rhum. La victoire de Florence Artaud en 90 a fait énormément pour les femmes qui naviguent. Ma participation au Vendée Globe en 90 aussi, en 96. Aussi, j'ai eu combien de femmes m'ont écrit en me disant merci pour les femmes. Voilà. Bon, je referme la page, la parenthèse femmes. Très bien. Merci Catherine Chabot. Anna Matési. Bon, vous vouliez... le dernier petit truc que vous vouliez dire ? Juste une chose avant qu'Alain prenne la parole, parce que comment ça a commencé le bateau, c'est cette histoire, mais juste une chose, pendant mes années course au large,
il n'y a pas une transat que j'ai faite sans voir des déchets en mer. Et comme vous allez les interroger tous les deux, ce qui est à l'origine de mon engagement aujourd'hui, ce sont les déchets que j'ai vus en mer. Parce que déjà, les voir sur les plages ou dans les villes ici à Marseille, quand il pleut, dans la rade de Marseille, c'est déjà effrayant. Mais se retrouver en plein milieu de l'Atlantique et apercevoir des bidons, beaucoup de polystyrène. Je crois que le polystyrène, c'est le matériau que j'ai sans doute vu le plus souvent au large. Vous vous dites comment en est-on arrivé là collectivement ? Et moi, je me suis pas dit où sont les affreux pollueurs. Moi, je me suis sentie très, très concernée, tout à fait responsable. Et pour faire court, je me suis dit en rentrant et en arrêtant la compétition en 2002, maintenant, il faut comment m'engager et comment m'investir, comment trouver des solutions. Eh bien, je rencontrais à l'époque des associations comme celle d'Alain, on s'est rencontrés dans ces années-là, qui luttaient déjà contre les sacs plastiques aux caisses. Et je me suis dit, ces gens-là, ils n'ont pas la chance d'être médiatisés comme les coureurs le sont. Et pourtant, eux portent des solutions. Donc voilà, moi, mon engagement, il a commencé comme ça à vouloir montrer les solutions. Oui, à une époque, on vous parlait êtes comme de nous, problème. vous essayez de citer ce qui marche pour inciter les autres à suivre l'exemplarité. Très bien, super. Alain Matési. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier Catherine parce que elle est tout de même, depuis 2004, la marraine de l'association. Et je me souviens d'une petite expérience où on était en duplex, en direct, où elle était en Géorgie du Sud. J'ai emmené des sourds. Elle emmenait des sourds. On était en duplex, en direct. Et oui, je ne te souviens pas de ça, mais c'est normal, moi je m'en souviens. Dans le cadre de la suppression des sacs plastiques, on avait en fait des tas de journalistes. On organisait une conférence de presse avec des élus, avec un petit peu du public. Et on avait en lien direct Catherine Chabot en Géorgie du Sud. C'est une île sud-antarctique et pas très loin du Cap Horn. Donc pour moi, c'est incroyable. En fait, c'est un souvenir qui vient s'inscrire en fait dans nos mémoires. Et pour moi, Catherine Chabot en 2004, même aujourd'hui, mais en 2004, c'était énorme. Non, mais je valide, hein, il est bête. Vous voulez dire que c'est énorme de voir Catherine Chabot ? On est d'accord. Ouais. Il faut dire qu'on avait Attends, monté une exposition. Pardonne-moi, Alain. J'avais monté une exposition. Il répète un petit show. Voilà, il y a les bébêtes show et on a deux bébêtes ensemble là qui sont en train de se retrouver. Non, mais je suis très impressionnée parce que quand Ségolène Royal a interdit les sacs plastiques aux caisses, j'ai tout de suite forcément pensé à Alain. Juste une chose, c'est qu'en 2004, j'avais, avec un copain, un guide de haute montagne, monté une expédition mer et montagne. Et on avait monté ça avec des sourds et on a embarqué, on avait un équipage de marins et de montagnards et de sourds et d'entendants. Et voilà, je pourrais en reparler, mais c'était une expérience absolument De toute façon, tous, vous formidable. pourriez faire une conférence de 3 heures tout seul. C'est ça la difficulté. Nous, on essaie de vous donner envie à tout le monde, d'essayer de comprendre pour s'inspirer de vos parcours. C'est ça qu'on veut. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est que les gens qui sont là peuvent s'inspirer de vos parcours pour que s'ils ont des rêves, des idées, des envies, qu'ils veulent créer quelque chose, eh ben, en vous écoutant, ils trouvent peut-être des biais pour le faire, de l'énergie, parce que vous en avez tous, et votre passion. Ouais. Alors, Alain, comment c'est venu cette suppression Pareil, vous faisiez quoi pour d'un coup dire tiens, je vais supprimer des sacs plastiques en France ? Alors en fait, ça vient d'un parcours, on va dire, professionnel, où j'étais responsable d'une région, la région PACA, sur la préfabrication industrielle dans le BTP. Et au bout d'un moment, en fait, il s'est passé que, on en parle souvent, il y a eu une sorte de burn-out. Parce que répondre à des appels d'offres en permanence, être toujours, on va dire, indisponible pour ses proches, bien fait qu'un jour, vous explosez en plein vol, mais vous n'êtes pas rendu compte parce que vous êtes un véritable passionné. Et comme tout passionné, en fait, vous vous engagez totalement dans ce que vous faites. Donc, je suis allé voir mon patron et je lui ai dit, écoute, un grand groupe, européen, je lui ai dit écoute, je vais essayer de prendre un petit peu de recul et je vais prendre une année sabbatique pour réfléchir un petit peu à tout ça. Et il me dit mais non, attends, on a besoin de toi, c'est pas possible. Je lui ai dit non, mais t'inquiète pas, je vais pas partir tout de suite, hein, je vais laisser un petit délai.
Et donc me voilà parti en me disant, bon, je ne sais pas combien de temps ça va durer. J'ai la chance de posséder un petit voilier dans le port de La Ciotat, et je me suis dit, je vais faire de la voile avec mes potes. Et donc me voilà sur un bateau en train de faire de la voile avec mes potes. Mais c'est essentiellement pendant les vacances et les week-ends. Mais les autres jours de la semaine, en fait, quand vous vous rendez disponible comme ça, qu'est-ce que vous faites ? C'est difficile, hein, quand on est tellement actif, de se retrouver avec autant de temps. Et puis il se trouve qu'un soir du mois de mai, c'était un dimanche, il y avait eu le marché sur les quais de La Ciotat. On voit des tas de sacs plastiques entre deux eaux. Et comme on aimait bien se regrouper entre nous et refaire un petit peu le monde, hein, comme tout intellectuel qui aime bien refaire le monde sans s'engager, on s'est dit, il y a un véritable problème, un véritable fléau, c'est le sac plastique. Le sac plastique, c'est l'emblème de la société de consommation. C'est ce que l'on utilise pendant 20 minutes, qui met 400 ans à se dégrader et dont on peut se passer. Donc après quelques verres de rosé, on s'est dit, éradiquons le sac plastique déjà de notre territoire. Et en fait, comme il y a une sorte de synchronicité en fait, dans toutes les aventures un petit peu extraordinaires, on est allé voir à l'époque le directeur de Carrefour, du Carrefour de La Ciotat, Carrefour local, qui, quand il nous a vus arriver, mais qui vous êtes ? Vous êtes des fadas. Donc, et effectivement, on s'est mis dans cette peau en disant, mais voilà, nous, on a quelque chose à vous proposer qui peut en fait vous faire des économies, mais qui va se faire pas contre vous, mais avec vous. Et l'aventure, en fait, a commencé comme ça, avec un magasin de test sur La Ciotat, qui a mis en place quelques caisses vertes, où le consommateur avait le choix de passer soit dans les caisses vertes, où il ne prenait pas de sac plastique, soit dans les caisses normales. Et puis petit à petit, le directeur s'est retrouvé à ouvrir de plus en plus de caisses vertes. Et du coup, il faisait de plus en plus d'économies. Puisqu'il faut savoir que 17 milliards de sacs plastiques, à raison de 1 centime d'euro le sac, représentent 170 millions d'euros de coûts qui est répercuté effectivement dans les produits que vendent les grandes surfaces. Donc il s'est dit, si on arrive à généraliser tout ça au niveau national... Oui, mais on le remplaçait par quoi ? Par rien du tout ? Ou par du sac en papier ? Non, au début, c'était par rien du tout. C'était vraiment un acte volontaire où chaque client décidait de son propre geste. Et en fait, il y a des psychosociologues un peu réputés dans le coin là, qui ont notamment écrit, je vois Jean-Charles Lardic, qui dit Robert Vincent Joulet, qui ont écrit en fait un traité de manipulation pour gens honnêtes, qui dit que en fait, l'acte d'engagement ne peut se faire que si on valide soi-même la décision que les autres veulent nous faire prendre. Donc on est parti en fait à travailler sur des approches méthodologiques, quelque chose qui a amené petit à petit les gens à prendre leurs propres décisions. Alors je pourrais développer, mais les leviers qui ont fait que ça a bien marché dans la grande distribution, c'était d'abord de cerner un territoire. Alors, au début, c'était le territoire de La Ciotat, mais à La Ciotat, il y a plusieurs grandes surfaces. Donc du coup, le directeur de Carrefour, il s'est dit, mais oui, mais si je vais supprimer les sacs plastiques, peut-être que mes clients, ils vont partir à côté. Chez Casino, chez Auchan. Donc on a cerné la problématique en avançant tout doucement, donc dans des approches en fait un peu à l'aveugle, hein, où à chaque fois on répondait à des solutions. Puis autour de la table, on a mis Casino, on a mis Auchan, et puis petit à petit le territoire s'est agrandi, où effectivement l'expérience pilote des caisses vertes à La Ciotat s'est renouvelée en faisant signer des chartes d'engagement zéro sac plastique, où petit à petit, les territoires, les métropoles, les communautés de communes se sont engagées
jusqu'à généraliser en fait par les départements, les régions. J'ai dû, en l'espace de quelques mois, signer une vingtaine de chartes zéro sac plastique dans toute la France. Et ça s'est concrétisé alors qu'on a créé l'association. Enfin, on a démarré en mai 2004, on a créé l'association en septembre 2004 et on a fait voter une loi le 11 octobre 2005. Donc ça a été très rapide parce que derrière, il y avait des arguments qui étaient également des arguments économiques. Alors d'un côté, il y avait les fameux 170 millions de la grande distribution qui représentaient en fait un coût important, hein, puisque ce n'était pas one shot, c'était renouvelé chaque année. Et d'un autre côté, il y avait les institutions, parce que 17 milliards de sacs plastiques, ça représente 80 000 tonnes de déchets. Et ici présent, Robert Assante, qui connaît bien la problématique, sait que 80 000 tonnes à raison de 200 € la tonne, ben, ça représente 160 millions d'euros. Donc 170 millions d'euros plus 160, ça fait 330 millions d'euros d'économisés chaque année. Donc on a ensuite instauré une solution alternative aux sacs plastiques, à savoir les cabas réutilisables que vous utilisez tous les jours, échangeables à vie. Donc une fois qu'ils sont détériorés, vous pouvez les ramener et à ce moment-là, on vous les remplace. Et donc, on a développé petit à petit cette initiative qui a fait effectivement boule de neige et qui a été reprise. Et je dirais que la suppression des sacs plastiques, c'est aussi quelque chose, c'est une histoire extraordinaire parce que ça a permis, à travers un amendement qui a fait voter 40 millions d'euros en recherche et développement sur les biomatériaux, les plastiques que vous connaissez aujourd'hui, les premiers plastiques 100% biodégradables, viennent de la suppression des sacs plastiques. Sans compter qu'à ce moment-là, j'étais, on va dire, un petit peu médiatisé, comme mon ami Eddy. Et on m'a proposé... alors un jour, Nicolas Hulot m'appelle. Et donc moi, je connaissais Nicolas Hulot, comme tout le monde connaît Nicolas Hulot. Et il me dit « Bonjour, monsieur Mattesi, c'est Nicolas Hulot, j'aimerais pouvoir travailler avec vous. » Et moi, je pensais que c'était un pote qui me faisait une blague. Et donc, je lui ai fait le truc, séquence, émotion. Il me dit « Non, c'est vraiment Nicolas Hulot. » Et donc, il me propose de travailler en fait, avec lui, avec ses équipes, sur l'engagement qu'il y a eu en fait, au Quai Branly, sur le pacte écologique qui a en fait engagé tous les candidats de la présidentielle de 2007 sur les questions environnementales en signant une charte similaire à la charte zéro sac plastique. C'était un engagement devant la presse où chacun se mettait à signer. Et quand Nicolas Sarkozy a été élu président de la République, eh bien, il a créé le Grenelle de l'environnement. Et à partir du Grenelle de l'environnement, moi, on m'a demandé si je voulais être membre du Grenelle, ce que j'ai tout à fait accepté. Hein. Et évidemment, les sacs plastiques, c'était... En 2007, il y avait déjà 3 ans de recul. C'était toujours d'actualité parce que, effectivement, ça a été Ségolène Royal, il y a 2 ans, a décrété que ça se développait auprès des petits commerçants en mettant en solution alternative les sacs 100% biodégradables. Hein, parce qu'entre-temps, il y a eu quand même des industriels qui sont tous venus me voir à La Ciotat en me disant « Mais monsieur Mattesi, vous menacez une activité énorme, parce que nous, sur le plateau de Saint-Sigolène, nous sommes 4 industriels qui embauchons des tas de gens. Donc c'est vrai que c'était assez problématique, parce que c'était pas du tout... En fait, c'était pas du tout le but recherché que de menacer une activité, mais ce qui a permis de diversifier en fait l'activité de ces entreprises, c'était justement cet amendement qui a permis de faire la R&D sur les biomatériaux. Et aujourd'hui, vous avez les plasturgistes d'hier qui fabriquent des sacs en amidon de maïs. C'était au début. Après, c'est passé en fécule de pommes de terre. Et bientôt, ça sera avec des matériaux qui seront... ça pourrait être du déchet de riz ou des algues ou des tas de choses. Et vous utiliserez des plastiques hein, que vous retrouvez de partout dans les téléphones qui seront 100% biodégradables. Donc ça aussi, ça vient de la suppression des sacs plastiques. Et comme j'étais, donc je reprends l'histoire, comme j'étais membre du Grenelle de l'environnement,
Eh bien, on avait un super projet, nous, qu'on essayait de développer depuis des décennies. C'était la création du parc national des Calanques. Stop. On reprend aussi. Edmund Platt, vous êtes parti de Leeds. Alors, vous travaillez dans une boîte. Vous étiez vous êtes quoi, directeur commercial dans une grosse boîte, c'est ça? European Sales Manager. D'accord. J'ai géré des équipes à Paris, Toulouse, Milan, Düsseldorf. D'accord. Qu'est-ce qui vous a pris d'un coup de tout arrêter, de partir il a dit, à Marseille et de vous arrêter là et de partir sur la cause des déchets? Là, à l'époque, j'ai eu une burn-out. Comme beaucoup de gens, ils ont eu une burn-out, ils ont changé de carrière, ils ont changé de vie. Donc si vous avez des burn-out, soyez heureux parce qu'il va se passer quelque chose de chouette après, normalement. C'est la résurrection. Le burn-out, ça s'éteint pour mieux se rallumer. Non, mais il faut l'accepter, il faut le gérer aussi. Parce que bien sûr. Il faut changer toute ta vie, pour des raisons, moi j'étais en train de gagner 8 000 € par mois. Comme tout le monde, je fumais dans la voiture, j'ai jeté mes clopes de la voiture. J'ai jamais jeté des bouteilles en plastique de la voiture, mais j'ai jeté des clopes de la voiture, bien sûr. Et en soirée, j'ai jeté des cigarettes comme tout le monde. Et du coup, j'ai tout claqué, une bonne salaire, tout. Je n'étais jamais motivé par l'argent, du coup. Et je suis devenu prof d'anglais. Et je vais en Pologne et je prends une réduction de salaire de 90%. Enfin, faut dire qu'il faut aller en Pologne pour le faire. Hein. Oui, mais voilà, c'est quand même voilà. Reste pas à Leeds. C'est ça. C'est ça. Et je pars. Et je refais des études. J'ai fait un mois de formation d'être prof d'anglais. Je vais en Pologne. C'est superbe. Je donne des cours d'anglais à de l'équivalent du FBI dans un village. C'est génial, quoi. Je rencontre plein de monde, beaucoup de bonnes bières et bonne vodka. Et après, je dis non, je ne peux pas supporter encore un an en Pologne quand ça fait moins de 18 degrés en hiver. Je vais à Naples. J'ai une copine qui travaille pour le British Council à Naples. Alors, je prends mon valise, je pars de l'Angleterre. On est en août 2011, direction Naples. Mais j'arrive à Marseille. Je fais Leeds, Nice en avion. Et à part de là, je fais tout en stop. Et j'arrive à Marseille en stop avec 5 kilos sur le dos. Je vois que la température, c'est 20 degrés plus qu'à Yorkshire. Les calanques, le soleil. Yorkshire, c'est un état d'Angleterre, pour ceux qui ne savent pas. Exactement, comme beaucoup de chiens. Voilà. Et je pars de là-bas, j'arrive ici, je vois les calanques, je vois le climat, je vois le désordre. Je dis, c'est pour moi ça. Et c'est similaire que Naples, je ne parle pas italien, et je vois 60 nanas en train de faire du gym suédoise sur la plage. S'il n'y a jamais un manque de nanas sur les plateaux, on va au Prado pour les récupérer. Non, pardon, j'arrête. Et du coup, j'arrive à Marseille, je vois aussi que le niveau d'anglais à Marseille, déjà, je comparais avec le niveau de français. Et le niveau d'anglais, vous l'avez comparé avec le niveau polonais ou Oui, polonais, c'était génial. Et j'arrive et je dis, Naples est un problème, j'ai rencontré Marseille. Je vais rester là, je travaille dans l'événement mensuel. Je suis embauché avec Berlitz, centre de langue vivante. Je commence à donner des cours d'anglais et je vois que le monsieur pour qui je travaille prend 84 € de l'heure. Alors je me lance en tant qu'auto-entrepreneur à 80 € de l'heure. Et je travaille moins que les Marseillais, je travaille que 10 heures par semaine. Du coup, ça c'est en 2011, 2012, 2001, etc. Grâce à la statut d'auto-entrepreneur, je crée ma boîte Oxbridge English Marseille. Je fais beaucoup de bon marketing. J'achète le domain name, un domain name cours d'anglais Marseille. Je suis tout de suite numéro 1 sur Google. Je fais des vidéos et le téléphone il sonne et j'ai des clients, des avocats, des archis, tout ce que vous voulez, les hôtels, etc. Mais avec des frais, je facture comme un avocat, quoi. C'est super. Et pas de soutien scolaire, hein, tu ne trouves pas sur le bon coin. Et du coup, il y a 2 ans et demi, je rentre en Angleterre et pendant 4 ans à Marseille, je dis que oui, c'est sale, ça ne m'embêtait pas, tu vis avec. Il faut vivre avec la saleté à Marseille. C'est catastrophique. C'est la plus belle ville de l'Europe et c'est traité comme une cendrière poubelle. Et je ne supporte plus ça. Et je ne supportais pas ça avant, mais je vivais avec. Mais du coup, je rentre en Angleterre en août 2015 et je suis dans ma ville natale et
Un matin, je ramasse un déchet. Je ramasse une canne. J'avais déjà ramassé, hein, c'était normal. Mais je fais un selfie. Et avec ce selfie, je marque la légende que mon nouvelle habitude à moi, c'est de ramasser au moins un déchet par jour. Ça ne concernait personne d'autre. Et du coup, dans l'après-midi, 60 likes, à l'apéro, 100 likes, à minuit, 180 likes et des commentaires des amis en disant que ouais, c'est cool, ou ah ouais, quelle honte, mon mari fait la même chose. Et un Marseillais qui m'a dit, Georges-Édouard Legray, qui m'a dit que si moi j'arrive à faire que les Marseillais aussi ramassent un déchet par jour, t'es mon Dieu. Alors, ok, allez, viens, let's go. J'ai mis un challenge. Et du coup, on a créé l'association pour aller plus vite maintenant. On a créé l'association, la page Facebook, le web, le site web. On a du soutien de Spark. Je n'oublierai jamais Aurore Son, qui a fait notre première conférence de presse. On a lancé la page Facebook, le site web. On a eu des retours. Les gens, on a fait ça parce que les gens ils ont commencé à tout de suite m'envoyer leurs photos de eux en train de ramasser. Pardon, le lendemain du premier ramassage, le 18 août 2015, je reçois des photos de gens, des amis autour du monde en train de ramasser les déchets. Il y a un truc, il faut faire quelque chose. Tu peux poser le micro parce que je vais parler encore 3-4 minutes. Là. Si ça ne vous dérange pas. Si ça vous dérange pas. Et du coup, on fait la page Facebook, on devient une association en 1901. Et on fait beaucoup de télé, beaucoup de radio. La Provence nous soutient, le 18-18 nous soutient, plein de journalistes. Made in Marseille a fait un super article il y a 2 ans. Je me rappelle, le matin, je me réveille, j'allume le téléphone, il y a 1% de batterie. Et il y a Georges-Édouard, ça sonne tout de suite. Il y a Georges-Édouard qui me dit « Mais t'es où ?» Je dis bah, je suis chez moi, qu'est-ce qu'il y a ? Bah, je suis en bas de chez toi avec M6, descends. On fait M6, on fait TF1, on devait faire le Canal+, on devait faire Fast Cam avec Yann Barthès, mais c'était la semaine du Bataclan. Alors du coup, c'est la seule chaîne qu'on n'a pas fait. Mais mon but, parce que je suis très motivé, c'est de faire Canal+, ou même la quotidienne maintenant. Et puis le problème qu'on a, c'est cet incivisme. Je sais très bien que les fumeurs ici jettent par terre. Je sais très bien que les fumeurs dans cette salle, ils ne savent pas qu'un mégot de cigarette pollue 500 litres d'eau. Ça remplit ta voiture avec de l'eau. Un mégot pollue 5, c'est une benne, c'est une énorme benne dans la rue. Et les gens ne savent pas ça. Alors on essaie d'éduquer les gens à travers de l'humeur, à travers d'un truc un peu punk. Si tu sais qu'un mégot pollue 500 litres d'eau et tu jettes toujours ton mégot par terre, bah, t'es un mégot culé. Et si tu jettes ton McDo de la voiture, t'es un McDo culé, voilà. Et du coup, en faisant ce genre de communication, j'ai eu rendez-vous il y a 2 semaines avec les 4 franchisés de McDo à Marseille qui s'intéressent à mon façon de communiquer sur l'eau problématique. Bah, c'est monstrueux, quoi. Moi-même, je communique comme un peu le Rémi Gaillard des déchets ou un peu la Monty Python pour décliniser cette problématique d'incivisme. C'est comme les scooters qui montent sur le trottoir. C'est comme les gens qui se garent où ils veulent, etc. Mais on a tous fait ça. On aime Marseille pour ça quand même. Même moi, j'ai mal garé la voiture, quoi. Tu sais, comme tout le monde. Je pense. Il faut pas on est tous dans le même truc. Je vais aller encore plus vite. Je vous invite, moi je peux rester là, parler 1 heure, 2 heures, 3 heures. Justement, on va arrêter. Oui. Non, mais je vais juste vous dire 3 choses. S'il vous plaît, sur YouTube, notez, s'il vous plaît, j'ai 3 choses qui sont très importantes, qui me tiennent à cœur. Nous, on a besoin d'argent aussi pour un événement cet été, avec Alain qui fait partie, Catherine est maintenant au courant. Ça va être du lourd. On va faire 13 jours de bateau entre Carré-le-Rouet et La Ciotat. Ça s'appelle le Sensi Boat. On va nettoyer toutes les plages, mais plus concrètement, on va essayer de nettoyer tous les cerveaux des gens qui jettent leur merde dans cette belle fucking ville, quoi. C'est tout. Venez nous voir. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Ravi d'avoir vous rencontré. Le film Le Grand Saphir, c'est à Marseille le 17 avril. C'est mon ami Manu Legray Manu Laurence qui a nagé entre Marseille et Toulon en ramassant tous les déchets. Bon, pas tout, mais il faut le dire comme ça. Et c'est Le Grand Saphir. Alors, tapez sur YouTube, Facebook, Le Grand Saphir. Tapez sur YouTube l'escargot anglais parce que j'ai fait 8000 km autour de la France l'été dernier pour rencontrer tous les gens qui ramassent les déchets autour de la France.
Et je peux vous dire, j'ai dormi, moi-même j'étais ramassé 150 fois en stop, j'ai ramassé 75 000 déchets, j'étais sponsorisé par Carrefour, Patagonia et Ticket to the Moon, c'était énorme. Je vous invite de ne plus jamais, déjà d'arrêter tout ça dans les conférences. Merci. C'est bon. Ciao. Merci. Merci beaucoup. Alain Waldener, on revient à vous. 2014, donc AutoEscape, combien de salariés ? Je rappelle, 99-2014, AutoEscape créé. À peu près 250 pour la partie fixe, en fait, des gens... 250 salariés. 250 salariés. D'accord. Et en 2014, qu'est-ce qui se passe ? En 2014, moi, j'ai pas fait de burn-out, mais j'aurais pu, peut-être. Peut-être j'aurais dû. Non, en fait, en 2014, je me suis dit que c'était le moment de passer à autre chose et de faire ce que j'avais toujours voulu faire, c'était créer une fondation pour les enfants. Alors, j'ai pas eu de problème en tant qu'enfant, j'ai pas eu d'enfants qui sont morts ou malades, mais je sais pas, j'ai toujours eu cette envie-là, j'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai créé une association il y a très longtemps qui s'appelle Sanben, qui fait des opérations chirurgicales partout dans le monde avec 250 chirurgiens. Et j'ai rencontré Isabelle qui avait la même vocation que moi et qui voulait faire ça aussi. Elle qui connaissait plutôt le monde des maladies du sang. Et donc, on a décidé de créer cette fondation tous les deux, et avec une troisième personne, en fait, qui nous a rejoint. Et tous les trois, on gère cette fondation. Donc, on l'a dotée, évidemment, moi, en vendant cette entreprise, j'ai vendu très cher, c'est public, c'est sur Internet. Et on a doté avec des fonds, la plupart des fonds qu'on a touchés de la vente de l'entreprise. Et puis après, on s'est rendu compte qu'après un certain temps de fonctionnement, donc on est une fondation indirecte. C'est-à-dire qu'on ne va pas sur le terrain pour faire les actions, parce qu'il y a des gens beaucoup plus compétents que nous pour faire les actions sur le terrain. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher, nous, on est compétents pour aller chercher les fonds, pour trouver de l'argent pour les associations qui sont directement en contact avec les enfants malades. On s'occupe d'enfants essentiellement, maladies du sang et handicap. Et on s'est rendu compte rapidement que la difficulté, c'était que pour faire tout ça, grosso modo, il faut faire la manche. C'est-à-dire qu'il faut expliquer à des tas de gens qui s'en foutent un peu le fait qu'il nous faut de l'argent pour sauver ces enfants qui sont à la Timone, à l'étage 13, et pour lesquels la durée de vie, en général, n'excède pas 90 jours. Donc, quand on a réfléchi à ça, on s'est dit, on ne pourrait pas trouver une autre solution pour trouver de l'argent, pour financer ces projets, pour sauver ces enfants. Et c'est là qu'on s'est dit, mais finalement, pourquoi on ne reprend pas le chemin de ce qu'on faisait avant ? Quand on était AutoEscape, et tous les grands acteurs de l'Internet que j'ai pu connaître, on était tous confrontés à la même chose, c'était qu'il n'y a pas que les déchets qu'il faudrait arriver à relocaliser ou à traiter. C'est que les profits, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, ils ne vont pas dans la poche des consommateurs ou des fournisseurs. En fait, ils vont dans la poche d'un grand nombre d'acteurs, type Google, type Amazon, tous ces gens américains qui, en fait, prélèvent. À AutoEscape, en 2014, quand j'ai vendu AutoEscape, j'ai envoyé une note au ministère du Tourisme qui était la suivante. J'ai écrit, quand j'ai créé AutoEscape en 1999, j'achetais aux fournisseurs 180 € une semaine de location de voiture. Je la vendais 200 €. En 2014, j'achetais toujours 180 € la semaine de location de voiture. Je la vendais 250 €. Mais du coup, où est la différence ? Où est les 50 € supplémentaires ? Dans les postes salariés, dans les emplois ? Pas du tout. Les 50 € supplémentaires, ils vont entièrement, intégralement dans la poche de Google. 100% de ces 50 €. C'est-à-dire et Google ne paye aucun impôt. Alors en France, vous savez, il y a eu une poursuite qui a été opérée pour 2 milliards d'impôts. Les tribunaux se sont déclarés non compétents et la France ne verra pas un seul centime de ses impôts. Aujourd'hui, on est tous en train de compétiter sur Internet à coup de clic, à payer notre présence sur Internet. Donc nous, on s'est dit, là, il y a beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'en fait, quand on prenait les comptes de résultats d'AutoEscape, on distribuait à peu près 10 millions d'euros par an à Google, juste pour être présent sur Internet. Donc on s'est dit, mais finalement, nous, on a besoin de cet argent, parce que cet argent, si l'État ne peut pas l'apercevoir sous forme d'impôts ou de taxes ou d'une autre façon, et ben en fait, et qu'elle va quelque part dans les paradis fiscaux, on ne sait pas où dans le monde, et ben c'est pour ça que nous, on est là avec la Fondation Essentielle. C'est pour ça qu'on est obligé de chercher de l'argent pour sauver ces enfants. Parce que cet argent, il disparaît. Donc on s'est dit, on va aller rechercher cet argent. Donc on a créé une association qui s'appelle Turnfair. Turnfair, je le traduis comme ça veut dire devenir équitable. Nous pensons que le monde n'est pas équitable, c'est comme ça, c'est un fait. Je ne pense pas qu'on puisse le changer en tant que tel. Par contre, on peut toujours essayer de devenir équitable. On peut toujours essayer de faire en sorte d'être le plus, autant que possible, équitable. Donc en fait, on fait ce que nous, on appelle du commerce à l'endroit. C'est-à-dire qu'au lieu de passer votre vie à chercher sur Internet des choses, les seules choses que vous voyez dans la homepage de Google, c'est des gens qui payent des sommes monstrueuses
pour que vous cliquez sur ces liens. Quand vous cliquez, je sais pas moi, acheter une bouteille de rosé, vous allez voir le premier truc qui apparaît sur Internet, c'est des gens qui payent à peu près entre 1 à 2 euros le clic. Chaque fois que vous cliquez sur ce lien, ils vont payer directement sans jamais rien vendre. Juste, et cet euro qui est non fiscalisé va directement dans la poche de Google. Voilà. Et donc nous, ce qu'on fait, en fait, ce qu'on appelle du commerce à l'endroit, c'est-à-dire que sur Turnfair, c'est une association. Donc, on va sur Turnfair, on s'inscrit. Et en fait, c'est une relation directe entre les clients et les fournisseurs. C'est-à-dire quand vous voulez quelque chose, vous dites moi je veux ça, et les fournisseurs sont libres de vous le proposer à leur prix, tout sein privé, sans le contrôle de Booking.com pour vérifier leur prix et d'appliquer la price parity. Et ils sont libres de proposer les produits comme on leur semble directement à vous, sans avoir à payer un tribut, une taxe, en fait, à monsieur Google ou à monsieur Booking ou à monsieur Amazon. Donc, et ça permet que, comme les prix, en plus ça baisse les prix pour les consommateurs, et les gens, librement, on les incite à leur dire, voilà, sur cet acte d'achat, vu qu'on vous a créé une plateforme libre, et sur laquelle il n'y a pas de commission à payer, eh bien en fait, vous pouvez donner à la fondation sur chacun de vos achats. Et ensuite de ça, cet argent, nous, on fait ce qui est expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que nous, en fait, notre boulot, c'est de tracer où va cet argent. Tout à l'heure, Debreu parlait du fait que la complexité d'investir, de donner de l'argent à des associations, c'est qu'on ne sait jamais ce qui se passe, on ne sait jamais ce que ça fait. Nous, c'est ce qu'on fait justement. Nous, on trace les cas concrets, à quoi sert l'argent qu'on donne à ses enfants, quels sont les enfants, quelles sont les actions qu'on menait. On a 0 frais de gestion. Quand on nous donne 1 euro, on donne 1 euro aux enfants. Il n'y a pas 5 centimes qu'on prend pour nous pour faire quoi que ce soit. En fait, chaque euro qu'on touche, on le reverse à ces causes. Et les gens qui donnent peuvent suivre concrètement les cas précis qu'ils soutiennent. Et si quelqu'un nous donne de l'argent et ne s'intéresse pas et ne suit pas les cas dans lesquels il investit, on lui rend cet argent. Moi, je ne suis pas un défiscaliseur, je ne donne pas de coupons ISF ou je ne sais quoi. En fait, si on nous donne de l'argent et que cet argent, on ne suit pas, on ne regarde pas à quoi il sert, eh bien, la fondation le rend au donateur parce qu'on considère que si la personne n'est pas engagée, ça nous apporte peu, ça nous sert à rien en fait. Ça rejoint un petit peu ce qui était dit tout à l'heure, c'est qu'il faut participer à l'effort, il faut comprendre ce qu'on fait pour que ça ait du sens. Sinon, si c'est juste pour me donner de l'argent pour avoir un bon et avoir la moitié en réduction d'impôt, ça nous intéresse pas. Donc on a créé cette association et à travers cette association, en fait, on fait toutes sortes de choses qui vont la mise en relation pour des cours, du covoiturage gratuit, de la location de voitures, de l'hôtellerie, de l'achat de tout et n'importe quoi. Et en fait, cette plateforme qui existe maintenant depuis un peu plus d'1 an et demi, en fait, elle grossit très sérieusement et c'est un contact direct entre les clients et les fournisseurs, directement, sans avoir à payer qui que ce soit, quoi que ce soit, à des intermédiaires qui sont localisés à Palo Alto et qui gagnent pour M. Larry Page et M. Sergey Brin 1 milliard cash par jour. Ça vous donne une petite idée. Les communautés, les institutionnels qui sont ici, que j'ai vu un peu partout, en fait, ils devraient se poser une question sérieuse. C'est-à-dire que quand on a 1 milliard de cash par jour, je ne sais pas si vous vous rendez compte, au bout de 40 jours, vous pouvez racheter la totalité de l'industrie automobile mondiale. Voilà la capacité financière qu'ont des gens aujourd'hui comme Google. Je vous laisse imaginer l'avenir. Quand on voit ce que fait Google avec Facebook avec nos données personnelles, je vous laisse imaginer ce qui est dans le cerveau des gens qui ont 35 ans et qui touchent autant d'argent sans aucune fiscalité, sans aucun contrôle, sans aucune référence nulle part dans le monde. Personne ne les contrôle. Et ils ont cet argent en disponibilité immédiate, tous les jours. Olivier Crouzet, dans votre école, vous apprenez justement à ces futures personnes qui sont capables de faire des choses comme ça, une certaine éthique. Est-ce qu'il y a un code déontologique ? On essaie d'ouvrir énormément l'horizon des étudiants au travers de différentes conférences, etc. La question qu'on nous pose souvent, avant d'être sur des problématiques de cette nature-là, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui va se destiner à être entrepreneur et à créer sa boîte, on l'espère, innovante, etc. On a souvent la question sur l'aspect typiquement sécurité informatique, où il y a besoin d'avoir ce genre de réflexion. De notre point de vue, entre l'ensemble des conférences qu'on propose, où on essaie vraiment d'ouvrir énormément pour les étudiants les horizons à la fois professionnels, mais aussi de leur faire tout un tas de retours d'expérience, on pense être sur une situation où on va avoir suffisamment de développement d'esprit critique. C'est quelque chose qui se retrouve aussi sur la façon dont les étudiants vont progresser dans le cursus, c'est-à-dire leur façon de résoudre eux-mêmes les problèmes,
c'est toujours ok, moi j'ai trouvé cette solution au projet qu'on m'a proposé, même si c'est sur le plan purement technique. Je vois que mon voisin, lui, il a trouvé une autre solution, il a trouvé une autre façon de faire. Il y a toujours cette ouverture et ce côté, essayer de se mettre à la place de l'autre pendant qu'ils font leurs évaluations entre eux. On a tout un système de peer évaluation. On a aussi toujours cette question de se mettre à la place de l'autre et essayer de se dire, ok, l'autre, comment est-ce que l'autre voit les choses au début du cursus, vraiment uniquement sur ces aspects technologiques. Puis après, au fur et à mesure que les étudiants gagnent en maturité, on est sur une tranche d'âge généralement où on voit pas mal d'évolutions, où les expériences professionnelles vont s'accumuler aussi tout au long du cursus et où les étudiants vont pas mal en parler. On le voit sur le forum de l'école et où ça suscite un certain nombre de questions et où les aspects éthiques sont, je pense, assez présents dans le débat et dans les échanges qu'il y a régulièrement entre les étudiants. Éventuellement avec le staff aussi, on n'hésite pas, nous, à mettre notre petite graine, à poser des questions pour que les étudiants en discutent et en débattent entre eux. Très bien. Catherine Chabot, on devait voir un peu les solutions, mais on n'a pas vraiment le temps. Donc, est-ce que vous pouvez parler de mes engagements pour l'instant? Mais justement, parlez-en, parlez un peu de ces engagements et des solutions, oui. mais rapidement, sans passer par le slide. Juste avant d'en parler, si ça vous ennuie pas, rebondir, parce qu'il y a un vrai Rebondissez. Il y a un vrai sujet dans ce qu'on vient d'entendre là. Qui, moi, me perturbe beaucoup, c'est que les jeunes aujourd'hui voient cette facilité à gagner de l'argent avec les start-up. Et moi, je rencontre beaucoup de jeunes engagés, mais je rencontre aussi des jeunes qui veulent absolument créer leur start-up parce qu'il y a cette espèce de miroir d'argent facile. Et donc, je pense que la sensibilisation qui est à faire auprès de ces jeunes start-upers ou ces jeunes qui vont finalement créer toutes les applications qui vont nous être utiles demain, elle est absolument essentielle. Voilà, moi je trouve que c'est un vrai sujet quand même. C'est cette espèce de miroir aux alouettes, que l'argent ça peut être facile à gagner à condition que je crée que je trouve la bonne idée, mais c'est pas la bonne idée pour être utile ou pour faire quelque chose d'intelligent de ma vie, c'est pour gagner des sous. Or, l'argent, pour moi, a toujours été un moyen, jamais une fin. Et je pense que comme on est là pour parler de nos engagements, moi, j'ai toujours été extrêmement nulle pour aller chercher des partenaires. Donc, je crois que je vais me rapprocher d'Alain parce que j'ai beaucoup à apprendre sur les modèles de financement des projets. Moi, très rapidement, je suis engagée vraiment depuis 2000, entre 2000 et aujourd'hui, mon ambition, pendant mes années course au large, j'ai travaillé à mettre au point des bateaux les plus rapides possibles. Et je suis d'ailleurs très très fière parce que le dernier bateau que j'ai fait construire, aujourd'hui, il vient d'être racheté et va partir pour un 7e tour du monde, un 7e Vendée Globe. C'est sans doute le bateau qui aura été le plus recyclé de tous les bateaux de course. En tous les cas, aujourd'hui, oui, je pense qu'il doit détenir un record. Et donc, je me suis dit, hier, j'essayais de faire le bateau le plus rapide. Aujourd'hui, je voudrais faire le bateau qui impacte le moins possible sur l'océan. Alors là, je pourrais parler des enjeux océans, mais on ne va pas avoir le temps. Mais en résumé, la mer est notre avenir. On découvre aujourd'hui que tout ce qui s'amenuise à terre, on est en train de le découvrir en mer. Il y a des enjeux absolument colossaux. Par exemple, qu'est-ce qui s'amenuise qu'on découvre en mer ? Les ressources minérales. Ça, c'est un sujet. Aujourd'hui, on est en train de découvrir le long, vous savez, des grandes fosses océaniques qui sont dans un espace qui n'appartient à personne, sur lequel il n'y a pas de statut juridique. Enfin, il y a un statut juridique pour le fond des océans, mais il n'y a pas un statut juridique de la colonne d'eau. Et on est en train de découvrir que des bactéries, des virus, on va pouvoir fabriquer. Moi, j'ai travaillé sur les matériaux biosourcés. On a fabriqué avec l'Université de Lorient le premier bateau en matériaux biosourcés. Eh bien, les bactéries, aujourd'hui, des grands fonds marins entrent dans la fabrication de médicaments, dans la cosmétologie, etc., etc. Et aujourd'hui, premier servi, premier propriétaire, il n'y a pas de statut juridique pour la mer, pour l'océan. Et c'est un vrai sujet. Donc, ces enjeux-là, alors il y a aussi l'énergie qu'on trouve de moins en moins. On voudrait décarboner l'énergie. On est en train de découvrir que l'océan est un formidable creuset d'énergie. On ignorait, l'océan a été totalement absent des grandes conférences sur le climat, alors que l'océan fournit 50% de l'oxygène de l'atmosphère. Ça, c'est des trucs hallucinants. Enfin bref. Et puis, il y a des enjeux sur la bande littorale, et ça, les acteurs, les élus locaux le savent bien, parce que 80% de la population va vivre
à l'horizon 2050 sur une bande littorale de 60-80 km de large, alors que cette bande littorale est elle-même aux premières loges des impacts, des conséquences du réchauffement climatique, etc., de l'érosion côtière, etc., etc. Donc il faut arriver sur cette frange-là à développer des solutions qui impactent le moins. Enfin, il faut arriver à promouvoir un vrai développement durable de la mer et du littoral. Alors ces dernières années, moi j'ai travaillé sur... parce que j'aime bien être sur le terrain, on a travaillé sur réduire, sur une alternative aux matériaux qui sont utilisés aujourd'hui sur nos bateaux de course. Pas les bateaux de course, ils sont souvent en carbone. Là, 80% des bateaux de la plaisance aujourd'hui sont en fibre de verre et en polyester. Et on ne sait pas quoi en faire en fin de vie. Ce matin, vous aviez Monsieur Seb. Monsieur Tranchant du groupe Seb. Voilà. Le représentant de Seb, je connais cette entreprise qui a été parmi les premières à se mobiliser sur l'éco-conception. Eh bien, introduire l'éco-conception dans les navires aujourd'hui, c'est un véritable objectif. Et malheureusement, cette population du naval et du nautisme est moins sensibilisée. Il faudrait faire un forum RSE spécifique sur le naval et le nautisme, parce que cette population-là, elle est consciente aujourd'hui des enjeux, mais elle n'a pas encore cette éducation à la RSE, elle n'a pas cette notion que demain, des éco-innovations seront profitables. C'est aussi de ça dont on veut parler. C'est qu'aujourd'hui, éco-innover, ça a une vraie pertinence économique. Voilà. Donc, que vous dire encore? Parce que je sais que votre temps est compté, Monsieur Philippe, et que vous avez d'autres questions. J'adorerais. Non, ce qui est intéressant, c'est où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations. Je crois qu'il y a un site qui s'appelle Tour de France Solutions. Alors, en 82, en fait, moi, à 2 reprises depuis 15 ans, j'ai réalisé un Tour de France des solutions. C'était la première fois en 2004. J'ai tourné des documentaires. L'idée, c'était d'aller montrer ces solutions. En 2015, j'ai réédité ça avant la COP 21. Alors j'ai l'impression que notre site Tour de France des solutions pour le climat, malheureusement, je l'ai cherché l'autre jour, j'ai l'impression qu'il n'existe plus, malheureusement. Mais ce dont j'ai envie de témoigner, c'est que sur ce Tour de France qu'on a démarré à Monaco, qu'on a fini à Dunkerque, comme le disait Gilles Béraud ce matin, les solutions, elles existent. Ce n'est pas tellement un problème financier, parfois si, bien sûr. Moi, c'est un problème financier beaucoup que j'ai rencontré, mais c'est aussi un problème d'expérimentation. On a besoin de commencer par sortir des pilotes, des démonstrateurs. Or, il n'est pas toujours facile de sortir des démonstrateurs. Moi, je me suis frottée pendant 5 ans au programme d'investissement d'avenir, qui est là pour promouvoir les innovations. Et pendant 5 ans, j'ai essayé de négocier pour les entreprises innovantes qui étaient dans ce projet d'un bateau éco-conçu. Il a fallu que je négocie les conditions de remboursement des avances remboursables. J'ai passé 5 années à essayer, avec elle, de changer le monde. Et malheureusement, on s'aperçoit qu'en France, aujourd'hui, moi, c'est une véritable interrogation que j'ai. J'ai, ces 15 dernières années, eu l'impression que je naviguais contre le vent et le courant. Alors, quand je regardais dans le rétroviseur, j'avançais, c'est certain. Aujourd'hui, moi, j'ai vécu le Grenelle de la mer après le Grenelle de l'environnement. J'ai été aussi ambassadrice du défi pour la Terre de Nicolas Hulot. Je peux vous dire que les choses ont avancé. Ça bouge, ne serait-ce que parce qu'on est en capacité de travailler, de parler de ces sujets-là. Mais malgré tout, je trouve qu'en France, on a un vrai sujet sur la facilité, sur la facilitation à faire émerger les innovations et à passer du mode expérimental au mode industriel. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire et j'avoue, aujourd'hui, je me suis un peu cassé le nez sur le maritime. Mais bon, je ne désespère pas. Je pense que aujourd'hui, le monde évolue très, très vite. Sur les sujets océans, pour conclure, ces 2 dernières années, en tant que déléguée à la mer et au littoral, le sujet est monté en puissance. Il a émergé ici en France avec la COP 21. Moi, j'avais cofondé la plateforme Océan et Climat qui a permis de mettre l'océan un petit peu en vitrine. Malheureusement, la France recule aujourd'hui parce que ce n'est pas encore un sujet qui est porté politiquement. Et d'autres pays comme le Portugal, qui a été une grande nation maritime, a une ministre de la mer qui est absolument formidable. La Norvège est engagée sur l'océan. Le Chili est engagé sur l'océan. Donc demain, un de mes
un de mes chevaux de bataille sera d'essayer de mobiliser la France un peu plus sur l'océan, et puis aussi de montrer que c'est un bien commun de l'humanité. Ça, c'est un véritable enjeu, parce que l'océan n'appartient à personne. Merci Catherine Chabot. Alain Matési, on n'a plus beaucoup le temps. On était sur le parc national des Calanques. Si vous avez quelque chose à dire absolument là-dessus ou sur autre chose, mais rapidement. Voilà, je voulais souligner l'intervention de Catherine en disant que l'océan, c'est un enjeu qui est primordial. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. Aujourd'hui, on doit se tourner vers des solutions qui vont permettre de mieux comprendre ce qui se passe. Parce qu'il y a des tas de choses. On va découvrir les planètes, on invente des engins spatiaux. Mais en fait, sur Terre, il y a plein d'écosystèmes qui vont permettre de mieux comprendre ce qui va se passer demain. Moi, je suis un passionné, je vous expliquerai sans doute une prochaine fois, par le biomimétisme. Mais vous savez que les 90 millions d'années d'évolution... Donc le biomimétisme, c'est on trouve dans la nature des applications qu'on peut utiliser dans l'industrie tous les jours. Je peux le dire. Non, mais comme vous ne l'avez pas dit, je préfère Excusez-moi, vous ne l'avez pas dit. Vous l'auriez dit, voilà. On continue le sketch à 3, là, maintenant. Voilà. Alors, quand on observe en fait la nature et ses 90 millions d'années d'évolution, on s'aperçoit que la nature a tout inventé. Et quand on se bat pour préserver le petit lézard osselet qui est dans les Calanques, eh bien, on se bat pour préserver ce lézard osselet, mais en même temps, on va se battre pour conserver toutes ces années d'évolution. Parce que peut-être qu'il va nous délivrer la molécule de demain, qui sera complètement naturelle, et qui va nous permettre de guérir de maladies, ou par exemple d'avoir une application technologique qui va nous permettre de faire des choses qui n'existent pas encore. Donc la préservation en fait, de la nature est quelque chose de primordial, c'est-à-dire que nous n'avons pas le choix. On vit dans une société où on confond des tas de choses. Par exemple, on confond la peur. La peur, c'est une émotion, mais c'est un signal, c'est quelque chose qui est fondamental pour pouvoir comprendre comment les choses se passent. Mais on confond la peur avec l'angoisse. Et l'angoisse, c'est la mort. Et on vit dans une société où on est complètement angoissé. Je termine. Pour les entreprises, la notion de RSE, c'est une notion qu'il faudrait un petit peu détourner et faire en sorte d'inventer un nouvel acronyme. Moi, je dirais la RSDE. Parce que dans le mot, dans cet acronyme, la responsabilité sociétale des dirigeants d'entreprise, la notion d'engagement et de volonté se fait toujours par les décisionnaires. L'entreprise, c'est une entité, une identité qui est beaucoup trop abstraite pour des gens qui veulent trouver des solutions concrètes. Et pour incarner ces solutions concrètes, il faut nécessairement mettre le dirigeant d'entreprise au cœur de toutes les problématiques environnementales. Merci. Juste un petit mot pour compléter. Une chose essentielle que j'ai oublié de dire, c'est que la vie en mer, elle se reproduit à la sortie des estuaires, que la mer se nourrit de la terre et que la vie en mer se reproduit dans cette bande côtière des 300 mètres. Donc ce qui se passe ici, dans les Calanques de Marseille, en rade de Marseille, est absolument essentiel, comme ce qui se passe sur les récifs coralliens qui sont autour de nos outre-mer. Vous savez que la France, elle dispose du 2e espace maritime grâce aux outre-mer, je voudrais juste le rappeler. Et donc, il y a un sujet absolument fondamental, c'est le lien terre-mer, c'est-à-dire que tout ce que la terre... Et c'est ça qui va faire que les terriens vont être concernés par la mer, c'est que la mer se nourrit de tout ce que la terre lui apporte. Et si c'est des déchets, si c'est des pollutions dites diffuses, c'est-à-dire des pollutions qui viennent de la terre, la terre 80% des déchets qu'on retrouve en mer viennent de la terre. Donc il y a un vrai sujet qui va du sommet de la montagne jusqu'à la haute mer, et je pense que c'est important d'en avoir conscience. Et vous allez m'excuser parce que je dois m'éclipser. D'accord, ben merci beaucoup. On va conclure. Est-ce que vous avez absolument quelque chose à dire avant de finir? Alain, Olivier? Micro, s'il vous plaît, si vous voulez qu'on vous entende aussi sur... Une chose qu'on fait par ailleurs pour la Fondation, c'est une espèce de
média de bonnes nouvelles qui s'appelle HappyVox. C'est un média qui s'appelle HappyVox. Alors en fait, HappyVox, c'est essentiellement des bonnes nouvelles. C'est même que des bonnes nouvelles. Et c'est une chose qu'on a créée parce qu'un jour, on prenait l'avion. Et quand on prend l'avion, on passe un espèce de couloir jusqu'à l'avion. Et en fait, il y a des journaux et il n'y a que les unes. Et en fait, c'est très difficile pour quelqu'un qui a déjà peur en avion. Quand vous avez lu les unes, en fait, vous n'avez plus envie du tout de prendre l'avion. En fait. Et en fait, on soutient toutes sortes d'événements. On fait du crowdfunding gratuit, c'est-à-dire que chaque fois qu'on collecte 1 euro à travers la plateforme HappyVox, on le reverse à la cause qu'on soutient. On promouvoit toutes sortes d'événements et on va promouvoir effectivement tout ce qu'on a entendu ici. Et on est une espèce de chaîne sans autre but que d'essayer de faire en sorte que la vie soit intéressante, heureuse, voilà, épanouie. Merci beaucoup. Je voulais saluer Christophe Madrol qui est présent ici, qui représente le ministère, qui est délégué à la mer, au littoral et au projet euroméditerranéen. Donc merci d'être venu ici parce que voilà, on a besoin de vos soutiens aussi. Donc merci d'être présent et c'est en lien direct avec Catherine Chabot qui est l'ancienne déléguée à la mer et au littoral. Voilà. Olivier Crouzet, Alain Valdener, Catherine Chabot, Alain Matési, Edmond Platt. Je me permets parce que tu proposes beaucoup. Le dernier mot à tout le monde sauf moi. Je veux juste. Mais c'est exprès, vous êtes anglais. S'il vous plaît. C'est l'histoire des 4 C, les gars. On est tous consommateurs, on est tous coupables, on est tous concernés et on est surtout tous capables d'agir pour cette planète. Voilà. C'est tout. C'est tout, quoi. Merci beaucoup. Merci à tous pour avoir passé la journée avec nous ou simplement cette plénière. Parlez-en autour de vous. On recommence l'année prochaine. Et s'il y en a qui veulent justement soutenir ce forum, soit par des intervenants, soit par du financement, soit par ce que vous voulez, n'hésitez pas à nous contacter et à nous envoyer vos idées. Merci à vous. Très bonne soirée. Il y a un cocktail qui vous est servi à la fin.